on m'a demandé de plancher sur le rapport entre transhumanisme et écologie. Hein, vous confirmez, c'est bien ça? Yes, ok. Alors, vous savez, en 1968, quand un gars comme moi prenait la parole en public, on lui disait machin, d'où parles-tu? Ça vous parle cette expression, d'où parles-tu? En gros, on était à une époque, comme vous le savez, d'effervescence politique, où le marxisme, le communisme avaient une grande importance, et d'où parlais-tu? Ça voulait dire qui es-tu mon gars? C'est-à-dire, est-ce que tu es un fils de patron? Est-ce que tu es un fils d'ouvrier? Et ça, ça aide en fait à comprendre, à mettre en perspective le discours qui va suivre. Alors moi, je vais vous dire d'où je parle vis-à-vis du transhumanisme, en essayant d'être le plus clair possible. J'aime le transhumanisme. Voilà. J'adhère au transhumanisme. Mais, par ailleurs, j'ai cette fâcheuse tendance à essayer, ça n'arrive pas toujours, mais de réfléchir. Et donc, même si j'aime le transhumanisme, et après je vais vous dire pourquoi j'aime le transhumanisme, je ne me perce pas d'illusions sur ce qu'est le transhumanisme. Donc je vous propose déjà de vous livrer mon analyse de ce qu'est le transhumanisme, en commençant par vous dire que si j'aime le transhumanisme, c'est parce que j'ai des préoccupations qui rencontrent celles des transhumanistes. Par exemple, je n'ai pas prévu de mourir. Voilà, c'est pas à mon agenda. Ma femme ici présente et qui déteste ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire de la mettre en lumière, a des directives, c'est-à-dire qu'elle sait qu'elle doit me mettre avant la mort dans un frigo. Le problème, c'est que malheureusement, ces technologies ne sont pas au point et que donc la pauvre aura sans doute à m'incinérer comme tout le monde. Alors voilà, j'aime bien me percer d'illusions sur la maturation de ces technologies. Vous savez, on parle par exemple de stase, de biostase, qui serait, d'ailleurs la science avance dans ce domaine-là, une manière de se mettre. Salut, bienvenue. On parlait d'immortalité pour dire, commencer les choses. Donc de faire hiberner les gens. Il serait très commode parce que quand vous hibernez, vous ralentissez votre métabolisme et donc vous pouvez, mettez-vous où vous voulez, vous pouvez durer plus longtemps. Si je ne veux pas mourir, c'est aussi parce que je suis animé d'une curiosité insatiable. Et je crois que ça fait partie du transhumanisme, c'est-à-dire que je veux savoir. Je veux savoir si ce putain d'univers dans lequel nous nous trouvons peut être intelligible, s'il a un sens, je veux savoir s'il y a de la vie ailleurs que sur Terre, et plus on dure, évidemment, plus on atteint des longévités importantes, plus on a de chances de savoir. Ça, c'est des choses qui me sont très personnelles. Dernière chose qui m'est très personnelle, c'est une anthropologie, c'est-à-dire chacun d'entre vous a une perception de ce qu'est l'humain. Je vais le dire de manière très simple, il y a des gens qui trouvent que l'homme, c'est génial. C'est un truc, mais fabuleux. Et puis il y a des gens comme moi, qui sont un petit peu plus mitigés, et qui trouvent que l'humain, c'est pas forcément la panacée. Il suffit de se souvenir de quelques caractéristiques, traits de la nature humaine et quelques événements historiques pour mettre en cause, disons, le caractère parfait, absolument génial de l'humanité. Et donc, le transhumanisme, là, il intervient, parce qu'il nous dit, voilà, peut-être que l'homme, avec toutes ses imperfections, peut essayer de s'améliorer biologiquement, matériellement, psychologiquement, physiquement, etc., et faire advenir autre chose. Je crois que dans les questions que vous aviez préparées, il y avait un truc du style est-ce que le transhumanisme sert à réparer l'homme ou bien à le remplacer, le faire se remplacer? Pour moi, ça va ensemble. C'est-à-dire que la réparation, c'est pas forcément la bonne image. Ça supposerait que nous sommes cassés. Je ne pense pas que nous soyons cassés, mais nous sommes imparfaits. Donc, pour essayer de se perfectionner, il y a 1000 manières de se perfectionner. On peut se perfectionner, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a essayé de faire pendant des millénaires, autrement que biologiquement et avec des robots et je ne sais quoi. Mais ça peut aussi en faire partie, en tout cas dans une optique matérialiste. Ça a du sens. Je vous disais, je ne me berce pas d'illusions sur ce qu'est le transhumanisme. Et là, je vous livre une réflexion que je développe dans l'un de mes livres. Pour dire que le transhumanisme, c'est pas grand-chose. Et en même temps, c'est énorme. Alors, je vais développer d'abord le pas grand-chose. C'est pas une science. Le seul bidule qui ressemble à un langage scientifique auquel se raccroche le transhumanisme, c'est la loi de Moore. Je ne sais pas si ça vous parle, la loi de Moore.
Oui, non, peut-être. Pas plus que ça. Je vais expliquer. C'est hyper simple. Ça a été formulé par un ingénieur assez génial de Intel qui s'appelait Gordon Moore il y a quelques décennies, qui disait la puissance des microprocesseurs va doubler, peut doubler c'est tous les ans? 18 mois. Tous les 18 mois. Voilà, tous les 18 mois. Eh ben, c'était dans les années 60. Ouais. 60, hein. On est en 2025, de dernière nouvelle. Ça s'est réalisé. Donc ça, c'est juste un truc de malade. Et il semblerait que ça puisse encore continuer. C'est-à-dire que c'est exponentiel. Sauf que ce n'est pas une loi scientifique. C'est une formulation autoréalisatrice, puisque les industriels eux-mêmes se sont calés sur cette norme, cette espèce de fixation d'objectifs, pour que ça arrive. Donc, le transhumanisme, ça n'est pas une science. Est-ce que le transhumanisme, c'est un projet politique? Franchement, si vous avez des informations que je n'ai pas, je suis preneur. Aux dernières nouvelles, le transhumanisme n'a pas de projet politique particulier. La seule chose, le seul engagement politique, à ma connaissance, du transhumanisme, c'est le revenu universel. C'est-à-dire la mesure qu'on a quand on n'a strictement aucune autre mesure, c'est-à-dire qu'on n'a absolument pensé à rien de politique. Autrement dit, les transhumanistes sont des capitalistes, libéraux, plutôt démocrates. D'ailleurs, ils présentent, ce n'était pas le cas cette année, mais pour la fois d'avant, ils avaient un candidat aux élections présidentielles. Donc, ils ne réinventent pas quelque chose de politique, ils prévoient éventuellement un filet de sécurité pour pas que des milliards de gens crèvent quand une petite élite aura maîtrisé l'immortalité et que ça ne sera pas le cas de la majorité. Voilà, c'est ça le revenu universel. Donc, c'est pas non plus un projet, politique. Est-ce que c'est un projet philosophique, le transhumanisme? Ben, pas plus. Parce que, en fait, le transhumanisme, c'est ce qu'on appelle du néo-positivisme. Je ne sais pas si le positivisme, je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle un peu, pas trop. Bon, ok. Les Lumières, normalement ça devrait un peu plus vous parler, donc 18e siècle, philosophe des Lumières, Révolution française, on peut et on doit fonder la société sur la raison. Et la raison, c'est aussi la science, bien sûr. La science, la technologie, la raison, etc. Je vais péter la gueule, je suis vraiment fan de la conf. Et à partir de là, il y a un autre gars au 19e siècle qui arrive, qui s'appelle Auguste Comte, et qui va encore plus loin, et qui crée le positivisme, et qui dit en gros, mais toute notre manière de penser doit être basée sur des règles scientifiques, etc. En fait, le transhumanisme, c'est un néo-positivisme. C'est-à-dire que le transhumanisme n'invente rien. C'est pour ça que je vous disais, finalement, c'est pas grand-chose. C'est pas un projet politique, c'est pas scientifique, et c'est pas un projet philosophique. Alors du coup, qu'est-ce qu'il reste? Là, pour moi, il reste quelque chose de fondamental. C'est un truc qui fait rêver. Et putain, moi, ça me fait rêver. Ça donne un cap, un espoir, une vision, un récit. Et on a besoin de ça. Si vous voulez, on pourra revenir sur ce que je vais vous dire là après, parce que ce n'est pas le cœur du sujet, mais aujourd'hui, on est en train de vivre, sans forcément que vous vous en rendiez compte, une guerre des imaginaires. Pour le dire de manière hyper schématique, il y a d'un côté les gens dont l'imaginaire, c'est la petite maison dans la prairie. Ça vous parle, la petite maison dans la prairie? Et il y en a d'autres, dont je fais partie, et les transhumanistes aussi, pour qui l'imaginaire, c'est Star Trek. Évidemment, ceux qui ont Charles Ingalls et ceux qui ont Spock en ligne de mire sont pas super raccords. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on est dans cette guerre des imaginaires. Elle est extrêmement fondamentale parce que, en fonction de qui va réussir à façonner l'imaginaire de qui, par quels moyens, etc., eh ben, le futur, c'est pas quelque chose qu'on peut regarder de manière passive, c'est quelque chose aussi qu'on façonne. Et ça, c'est extrêmement important. Pour clore cette introduction, je dirais, sur le transhumanisme, je vous parlais de ce qui compte, pour moi en tout cas, dans le transhumanisme, c'est le rêve, le fait de nous emmener quelque part, et ça, c'est extrêmement porteur, mais ça a ses limites. Parce que par définition, quand vous rêvez, bah, vous n'avez plus trop les pieds sur terre, quoi. Vous perdez un peu le fil. Et je ne mets pas tous les transhumanistes et tout le transhumanisme dans le même panier, mais en tout cas, ceux qu'on entend, ceux qui s'expriment et ceux qui ont le pognon, ils ont tendance un peu à partir dans leur rêve en oubliant ce qui se passe concrètement sur Terre, c'est-à-dire à surinvestir nos capacités, ce dont ils rêvent, c'est-à-dire nos capacités scientifiques et technologiques, en annonçant que, par exemple, la superintelligence, c'est pour après-demain, qu'on peut avoir une planète B sur Mars, et que la nature, de toute façon, on arrivera bien à la domestiquer avec de la géo-ingénierie. Ça, c'est du délire. Et c'est logique, ça va avec le rêve, ça va avec l'emportement. Mais il y a un paradoxe, c'est que si on veut vraiment que ce rêve se réalise, il ne faut pas qu'on foute en l'air la planète avant. On n'est pas très loin.
d'arriver à tout ce dont nous parlent et dont rêvent les transhumanistes, mais on n'y est pas. Et quand je dis pas, c'est genre pas du tout. On n'est pas, c'est pour ça que je me foutais un peu de ma gueule en parlant de me faire réfrigérer, etc. En vrai de vrai, je pense pas être immortel parce que malheureusement, je suis trop vieux, je suis arrivé trop tard. Mes filles qui sont petites, peut-être, mais n'empêche, il y a quelques décennies, et ces quelques décennies qui sont absolument cruciales pour toute la vie, mais aussi pour ces idéaux-là, pour ces rêves-là. Et c'est là que j'entre de plein pied dans la question environnementale. Ce que je veux dire de manière plus simple, c'est que on a toutes les raisons du monde de s'intéresser à l'environnement, mais particulièrement quand on est transhumaniste. Parce que quand on est transhumaniste, on peut et on doit avoir peur d'un scénario que j'appelle le scénario ICAR. Alors maintenant, je vais expliciter cette vision. Moi, mon boulot, c'est de faire de la prospective. La prospective, ça veut dire que j'essaye d'imaginer à quoi pourrait ressembler le futur avec des données rationnelles. Voilà. C'est assez marrant. C'est simple. Et on ne peut pas faire de prospective sans imagination parce que, encore une fois, la guerre des imaginaires, elle impacte le futur. Et donc aujourd'hui, dans le monde de la prospective, on a trois grandes familles de scénarios auxquels on peut rattacher trois grands personnages mythologiques. Le scénario des transhumanistes, c'est le scénario de Prométhée. Je ne sais pas si ça vous parle de ce personnage. Prométhée, c'est celui qui a offert, qui a donné dans la mythologie gréco-romaine, le feu aux hommes. C'est donc le scénario de la maîtrise. Il y a des scénarios, plein de scénarios intermédiaires qui sont des scénarios Janus, qui nous annoncent un monde dans les quelques décennies qui viennent, qui ressemble un peu au nôtre, c'est-à-dire un monde extrêmement contrasté, avec des inégalités de malades, des inégalités qui seraient bien plus importantes que celles qu'on connaît aujourd'hui, par exemple, avec effectivement d'un côté des immortels et de l'autre côté des esclaves mortels. Voilà. Comme dans Stargate, je ne sais pas si vous connaissez le scénario de Stargate, en fait, c'est un petit peu ça. Les esclaves dans Stargate, c'est des humains comme les autres, et les dieux dans Stargate, c'est aussi des humains, mais qui maîtrisent la technologie, donc on aurait des inégalités extraordinaires. Donc ça, c'est le scénario Janus, parce que dans l'Antiquité, Janus, c'était un dieu qui avait deux visages, un visage positif, un visage négatif. Et puis, il y a ce troisième scénario, qui est le scénario Icar, le scénario dans lequel, c'est vrai que pour moi, Icar, quand on est un peu transhumaniste et qu'on réfléchit à ces questions, c'est un personnage hyper important, dans lequel on a une super maîtrise scientifique et technologique, comme on n'en a jamais eu, et on se la pète, pour dire ça simplement. C'est-à-dire qu'on croit qu'on est des dieux. C'est ce qui arrive à ce pauvre Icar. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, je la rappelle au cas où, on ne soit pas tous sur le même plan. Pour sortir du labyrinthe où ils ont été enfermés, lui et son père qui a conçu le labyrinthe qui s'appelle Dédale, c'est de là que vient le mot Dédale, ils mettent au point une super technologie. 3 ou 4 000 ans avant qu'on la mette au point. C'est-à-dire qu'ils se dotent d'ailes. Avec de la cire, ils ramassent des plumes dans le labyrinthe, etc., etc. Et avec de fausses ailes, ils arrivent à voler. D'un point de vue anthropologique, le moment où l'homme vole, c'est le moment où il se prend vraiment pour un dieu. C'est quand même l'inaccessible. Et donc, ce malheureux Icar, il n'écoute pas les recommandations de son père, je pourrais être le père d'Icar, en disant attention, transhumaniste, n'allez pas trop haut, parce qu'il monte, il est grisé en fait par sa puissance nouvelle, il monte trop près du soleil, évidemment, vous le savez, le soleil fait fondre la cire, les plumes se délitent, Icar tombe, il meurt. Eh bien, si on surinvestit, si on surévalue nos capacités actuelles parce qu'on est dans le rêve transhumaniste, et parce qu'on veut atteindre cet objectif, on risque d'oublier des problèmes extrêmement concrets, on risque de tout mettre nos œufs dans le même panier, celui de la technologie, et de ne pas voir que, il y a un danger énorme, qui est le fait qu'on se rapproche trop près du soleil, mais nous ne sommes pas encore le soleil, et donc nous pouvons mourir très près du but. C'est pour ça que je pense que quand on est vraiment impliqué dans l'objectif transhumaniste, on ne peut être qu'écolo. Alors, je vous disais que tous les transhumanistes n'étaient pas à mettre dans le même panier. Il y a des transhumanistes qui ont parfaitement conscience de ça, c'est les transhumanistes viridiens. Vous regardez sur le net, ils ont un manifeste viridien. Moi, je me reconnais complètement dans leur manifeste, qui est un manifeste écologiste. Une fois que j'ai dit ça, quel est le rapport que nous pouvons ou devons entretenir avec l'environnement? Eh bien, il y a une différence entre le court terme et le long terme. Évidemment, à long terme, le projet transhumaniste est un projet de maîtrise. Et je dirais, c'est pareil, on pourra en parler après, parce que ce n'est pas vraiment le cœur de la conférence, mais c'est un projet de prise de relais
de la nature. C'est comme si l'humanité, à partir d'un certain stade, pouvait devenir elle-même la nature. Je vous donne un exemple très concret pour le faire comprendre. L'évolution. Évidemment, l'évolution nous a très largement préexisté. Hein. L'évolution, les premières formes de vie, Lucas, Last Universal Common Ancestor, le premier être vivant dont on n'a jamais réussi encore pour l'instant à faire le portrait robot, il date d'il y a 3,6 milliards d'années sur Terre. Et depuis, tout a évolué jusqu'à nous. Évidemment, l'évolution, elle est à l'œuvre bien avant l'humanité. Mais maintenant, avec notre génie biologique et génétique, nous sommes capables, d'une certaine manière, de prendre le relais de cette évolution en téléguidant et en dirigeant une forme d'évolution. C'est ce que je voulais dire quand je disais qu'à long terme, notre rapport à la nature est un rapport de prise en main et de maîtrise. En revanche, à court terme, notre rapport à la nature ne peut être qu'un rapport de préservation et de respect, ce qui pose la question fondamentale de la transition environnementale. Parce que si on ne respecte pas ces grands équilibres qu'en réalité, malgré toute notre hubris, tout notre orgueil, toute notre merveilleuse technologie, eh bien, la nature se débarrassera de nous, comme un chien qui essaye de se débarrasser de ses puces, sauf que la nature et la planète le fera avec beaucoup plus d'efficacité que le chien et ses puces. Et donc, il nous faut mettre en œuvre cette fucking transition environnementale. Alors, du coup, on arrive vraiment dans mon cœur de... Ouais. Excuse-moi, je te donne la masse, mais tu peux te présenter. D'accord. Mais je suis censé avoir été présenté. J'ai raté quelque chose. Ouais, non, mais peut-être... Alors, du coup, tu te dis, mais c'est quoi ce délire? Alors, c'est qui ce mec chevelu qui parle? Voilà, c'est qui ce mec chevelu qui parle? Alors, déjà, je m'appelle Antoine Bueno, et je déteste mon nom, mais bon, voilà, quoi, je suis bien obligé de l'assumer. Je suis écrivain. Et spécialisé sur toutes ces questions-là. J'ai écrit des choses extrêmement différentes, mais les derniers livres, j'ai écrit de la fiction et des essais, et ça tournait quand même autour, très souvent, de ces thématiques-là. Et donc, les thèmes principaux, c'est la prospective. Donc, mon livre, je dirais le plus important à date, c'est un livre qui s'appelle Futur, notre avenir de A à Z, qui est un dictionnaire du futur. Un gros machin où il y a tous les enjeux, attends, j'arrive, je termine, il y a tous les enjeux, enfin j'espère, tous les enjeux d'avenir de manière assez clairement présentée et j'espère aussi un peu percutante, parce que le but c'est pas que les gens soient d'accord avec moi, mais au moins de susciter quelque chose et qu'il puisse y avoir un échange. Puis après, j'ai publié des bouquins, les derniers, c'est sur justement la transition environnementale. Par ailleurs, c'est mes sujets de travail professionnel, puisque je suis conseiller au Sénat sur le développement durable, et en suivi de la délégation à la prospective, parce qu'il y a une délégation à la prospective au Sénat. Et au titre de ces deux activités, je suis assez présent dans les médias, un peu à droite à gauche. Voilà. J'ai bien répondu. Non, mais parce que je ne suis pas sûr que tu aies dit tout ça. Donc, voilà. Ça aussi, pour apprendre, pour organiser pour les prochaines, il faut que ce soit carré. Toi, tu présentes bien, tac, tu demandes à ChatGPT en général. Ouais, c'est une question. Est-ce que vous pouvez expliquer précisément ce qu'est la transition environnementale, s'il vous plaît? C'est super. Ok. Tu vas être servi. Voilà, exactement. Alors, c'est une super question. Merci beaucoup pour la transition. Parce que, vous voyez, De Gaulle, il y a une scène très connue de Gaulle quand il dit on saute comme des cabris sur notre chaise et on dit l'Europe. Ben moi, je veux dire la même chose. La transition, on entend parler de ça partout. Mais en fait, on ne sait pas exactement de quoi on parle. C'est assez nébuleux, c'est hyper large. Et donc, ce que j'essaye de faire, voilà, aussi pour répondre à ta question, ce que j'essaye de faire, ce que j'ai essayé de faire, d'abord en pur béotien, c'est-à-dire un mec qui essaie vraiment de comprendre pour lui-même, je me suis demandé si ça avait un sens de parler de transition environnementale ou si c'était un vaste enfumage. C'était vraiment la question, c'est pour moi. Savoir, en gros, donc, voilà, s'il y avait vraiment une grosse arnaque quelque part, ou si non, ça pouvait avoir un sens. Alors, ma conclusion, c'est que ça a un sens, et je vais le développer, et puis on pourra en discuter. Mais j'ai rarement trouvé une présentation globale, assez schématique et synthétique, qui permet de comprendre de quoi on parle. Quand on parle de transition environnementale, c'est ce que je vous propose. Alors, la transition environnementale, selon moi, version Bueno, c'est con, j'ai pas de slide, parce que c'est plus simple avec un visuel, mais en gros, c'est 3 silos et 2 horizontales. C'est hyper simple. Les 3 silos, c'est 3 transitions qui concernent notre économie.
les deux premières, vous les connaissez parce que c'est la tarte à la crème, c'est la transition énergétique. Donc, troquer les fossiles contre d'autres formes d'énergie décarbonées. La deuxième transition, on n'y pense pas forcément, mais c'est cardinal, c'est hyper important, c'est la transition agricole, parce que l'agriculture est un énorme marteau avec lequel on tabasse aujourd'hui la planète. Et quand je dis que l'agriculture, c'est presque l'ensemble du système agroalimentaire, c'est farm to fork, c'est vraiment de la terre, de la forêt qu'on rase pour faire de l'élevage ou pour faire de l'huile de palme jusqu'à nos assiettes et au-delà, on produit des déchets, etc. Si on prend l'ensemble de ce paquet-là, c'est quasiment aussi gros que la transition énergétique. Et la troisième transition, c'est un gros fourre-tout que j'appelle la transition industrielle. C'est en gros tout le reste, tout ce qui n'est pas énergie et bouffe, pour le rendre, réduire, s'efforcer d'en réduire l'impact environnemental. Ça, donc, c'est les trois silos. Et puis ces trois silos, ils sont traversés par deux horizontales qui sont l'efficacité et la sobriété. C'est deux choses différentes. Peut-être que je vais quand même définir efficacité et sobriété. C'est assez simple en fait. L'efficacité, c'est arriver au même résultat avec moins. Moins d'énergie, moins de matière et moins de pollution. Ça, c'est l'efficacité. La sobriété, c'est réduire ou ralentir. Se priver de certaines choses pour éviter certains dommages. En gros, et c'est deux philosophies qu'on oppose en général, mais qui peuvent être complémentaires. C'est aussi de ça dont je vais vous parler. Je ne sais pas si c'est clair pour le schéma global. Je vais partir du principe que c'est le cas. Le problème, c'est que quand j'ai dit ça, je suis quand même conscient d'avoir rien dit du tout. Enfin, je donne une vision qui permet un peu mieux de s'y retrouver. Mais il faut une baguette magique. Qu'est-ce qui fait que on fait la transition énergétique, ou on fait la transition industrielle, ou on fait la transition agricole, ou on fait de l'efficacité, ou on fait de la sobriété? Aujourd'hui, on a un gros problème, c'est que cette transition, dont beaucoup de gens sont conscients du caractère vital, je pense que c'est, enfin d'ailleurs j'en sais rien, mais j'imagine que c'est votre cas, elle patine. C'est un peu le moins qu'on puisse dire. J'aurais des écolos dans la salle, c'est peut-être le cas d'ailleurs, j'en sais rien, mais ils me diraient t'es gentil, déjà patine, c'est ambitieux, c'est optimiste. Hein. Pourquoi? Ça, c'était l'objet de mes deux derniers livres. Alors, schématiquement, cette transition environnementale, elle est structurellement verrouillée. Je vais vous parler des verrous qui me semblent les plus importants, qui sont les verrous globaux. C'est-à-dire que si on analyse l'ensemble du système monde, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire cette fucking transition? Et après, je vais vous parler de verrous politiques, c'est-à-dire spécifiquement pourquoi ici en France, ou plus généralement dans les démocraties occidentales, on n'y arrive pas plus qu'ailleurs. Alors, les verrous globaux, d'abord, première caractéristique du système monde vis-à-vis de l'environnement, vous avez une atomisation de la prise de décision. Chacun d'entre nous, à date, ça fait 8 milliards de personnes, hein, on a une toute petite parcelle de part dans cette transition, de responsabilité. Mais j'ai parlé des individus, mais il faut aussi parler des entreprises. Centaines de millions d'acteurs, 10 centaines de millions, c'est peut-être même plus, hein, j'en sais rien. Les entreprises, les collectivités publiques, qu'il s'agisse d'États, de sang. Le plus gros État émetteur aujourd'hui de gaz à effet de serre, la Chine, il représente un tiers des émissions mondiales. On va me dire un tiers, c'est beaucoup. Mais si la Chine arrête d'émettre, ça ne règle pas le problème. Il reste les deux tiers. Vous voyez, ce que je veux vous dire, c'est que même le plus gros acteur étatique, s'il arrive à zéro, on n'a pas réglé le problème. Donc, cette atomisation fait que c'est hyper hard. S'il y avait 3 acteurs, en gros, c'est ce qui s'est passé pour un exemple tout bête, c'est, vous vous souvenez du trou dans la couche d'ozone? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais bonne nouvelle. Enfin, moi, quand j'étais petit, c'était un vrai problème. Et d'ailleurs, si on n'avait plus d'ozone là aujourd'hui, on serait mort, ou on serait en stade terminal d'un cancer de la peau. Donc l'alerte a été donnée suffisamment tôt, etc. Et on a réussi à mettre en place un protocole en 1987, etc. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne super bien. On a émis beaucoup moins de CFC et donc le trou se résorbe. Pourquoi?
Il y avait très peu d'acteurs concernés. Très peu d'acteurs industriels. Le principal acteur industriel a vu ça comme une aubaine. Parce qu'ils avaient une solution de remplacement. Ils ont dit, hey, on va prendre tout le marché, on a la solution de remplacement. Donc c'est exactement la situation inverse de tous les autres problèmes environnementaux, en particulier le réchauffement climatique. Atomisation de la prise de décision, comment on fait pour coordonner 8 milliards plus 100 millions, 200, 300 millions d'entreprises, plus 200 États et les collectivités locales, etc. Atomisation, c'est une catastrophe. Deuxièmement, pire encore, non seulement la prise de décision environnementale est atomisée, mais en plus, chaque acteur est libre. Vous allez me dire, c'est super la liberté. Ouais, c'est super. Bon. Je ne sais pas combien de milliards d'acteurs à coordonner qui sont libres et qui n'en ont rien à foutre. C'est un petit peu compliqué. Moi, je suis libre d'avoir une vie écolo ou pas. Étant libre, je n'ai pas une vie écolo. Bon. Liberté. Court-termisme. Chacun va me dire ça part, je ne vais pas me faire chier. Pas la peine d'épiloguer là-dessus. C'est quand même un verrou fondamental, ça. Dépendance. Pourquoi moi, je vais m'emmerder si mon voisin il fait rien? Mon action dépend de celle des autres. Messieurs les Anglais tirent les premiers. Donc ça, c'est hyper important. Atomisation, liberté, court-termisme, dépendance. Déjà, c'est un peu curieux qu'il y ait même eu un protocole, qu'il y ait même eu un accord de Paris dans ces conditions. Moi, ce qui m'étonne, alors je vous donne l'épilogue à la fin, ce qui m'étonne, c'est qu'on fasse quelque chose en matière environnementale, compte tenu de la réalité de ce monde. Et, dernièrement, l'intérêt individuel. Je dirais que l'enjeu de la transition environnementale, c'est un enjeu de super-héros, ça tombe bien ici dans ce contexte, c'est sauver la planète. L'enjeu concret pour les gens, comme sacrifice immédiat maintenant, c'est changer sa bagnole, super chiant, changer sa chaudière, super chiant, etc. etc. Entre me faire chier là au quotidien avec des trucs qui me coûtent directement et je vais sauver la planète, il y a un petit hiatus, quoi. C'est abstrait, sauver la planète. Changer sa chaudière, c'est concret et c'est vraiment chiant. L'intérêt à agir. Donc vous voyez, ça, c'est des verrous globaux. Pourquoi est-ce que, en plus, nos démocraties, elles sont pas top pour mettre en œuvre cette transition? Eh bien parce qu'il y a certains verrous qu'on va retrouver dans la démocratie, dont je vous ai déjà parlé, en fait je crois qu'il n'y en a qu'un seul, et puis il y a des verrous spécifiques à la démocratie. Premièrement, la démocratie, c'est un super système pour fabriquer du consensus. Genre, un exemple tout bête, droit du travail. Notre code du travail, c'est un consensus entre l'intérêt du patronat et l'intérêt des salariés. Et ça, c'est génial. Un système comme ça, c'est génial. C'est pour ça que c'est solide comme système, c'est très souple. Voilà. Sauf que, comme dit François Gémen, l'écologie n'est pas un consensus. Si je dois arriver à la neutralité carbone, c'est-à-dire à plus avoir d'émissions de gaz à effet de serre du tout, je ne peux pas faire un petit compromis entre la droite et la gauche pour dire bah, finalement on va baisser de 50%. Ça ne fonctionne pas. Le truc du consensus, pour l'écologie, ça ne fonctionne pas. Deuxièmement, court-termisme. Voilà, on a déjà parlé du court-termisme. En matière de démocratie, c'est évident. Le court-termisme, c'est le cycle électoral. C'est être réélu. J'ai pas envie, voilà. Je n'ai pas de vision de long terme. Je veux être réélu. Mon maximum, c'est la fin du mandat. Déjà, ça ne fonctionne pas pour un truc qui engage par définition dans des projets. C'est vrai qu'il y en a qui. Mon dernier livre s'appelle Faut-il une dictature verte? Je discutais récemment avec des gens qui me disaient ah ouais, le prince des Émirats Arabes Unis, il a une vision environnementale parce que lui, il sait qu'il sera là encore dans 50 ans. Oui, évidemment, c'est un dictateur. Voilà. C'est un problème en démocratie. Voilà, on ne peut pas avoir de vision de long terme. Le système électoral est un système qui sert prioritairement les intérêts, on a vu parier, ouais, on a vu, les intérêts du corps électoral. Or, par définition, les premières victimes, par exemple, du réchauffement climatique, ne sont pas dans le corps électoral. Les générations futures, qui vont prendre le réchauffement climatique en pleine poire, quand même, hein, ne seront pas dans le corps électoral. Par définition, elles ne votent pas encore. Les océans, les forêts, les rivières, que je sache, elles ne votent pas. Hein. Les habitants de nations tropicales, où le réchauffement climatique va avoir les impacts les plus dévastateurs. Et ils ne votent pas chez nous. Alors que nous figurons parmi d'importants, de gros pollueurs. Ils votent encore moins en Chine, personne ne vote par ailleurs. Ce système, le système démocratique, est un système aussi
polarisant. Si je veux parler d'écologie en me présentant aux élections, je suis obligé de composer avec le marché électoral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais me couper d'une partie de la population. Et c'est pour ça que, selon moi, il y a un échec de l'écologisme politique. Quand je me présente aux élections pour parler d'écologie, je suis obligé déjà de choisir mon camp, droite ou gauche. Rien que ça, ça veut dire que je me coupe de la moitié de l'électorat qui ne va pas être le camp que j'ai choisi. Et puis je me coupe de tous ceux qui ne votent pas. Donc tout ça, c'est polarisant et c'est nivelant. Par ailleurs, pour gagner les élections, en général, il faut promettre des trucs sympas. Il y a un gars qui a promis du sang et des larmes, c'est Churchill. Il a perdu les élections. Il a gagné la guerre, mais il a perdu les élections. Et le problème, c'est que la transition environnementale, ben, putain, c'est des contraintes. C'est des contraintes. Et on ne gagne pas les élections en promettant des contraintes. Et puis, le dernier verrou hyper important pour cette transition, c'est que le système électoral est déresponsabilisant. Je ne sais pas si vous le sentez, je ne sais pas d'ailleurs si vous votez, ou si vous avez déjà fait cette réflexion, mais quand on a mis son petit bout de papier dans l'urne, on a accompli son devoir citoyen. Après, on peut rentrer chez soi, et puis on attend que celui ou celle qui a remporté les élections agisse, ce qui nous place dans une situation de confort absolu, puisque, d'abord, on n'a rien à foutre. C'est à eux de faire. Nous, on a fait ce qu'il fallait. Et puis surtout, et moi je m'en prive pas, parce que je suis un Français, et puis je suis un citoyen comme les autres, on peut doubler face à tous ces connards qui font que de la merde. Tout ça est parfaitement déresponsabilisant. Donc, à partir du moment où vous avez analysé l'ensemble de ces verrous, ben, il y a trois possibilités. Ouais. Ce dernier point, c'est spécifiquement pour les démocraties représentatives. Oui, mais... Représentatives, je veux dire. Oui. Ah, tu veux dire que pour une démocratie directe? Non. Par exemple... c'est là où je vais. Ok, c'est ma solution. Une fois qu'on a fait ce constat-là, il y a plusieurs possibilités. Je dirais schématiquement, il y en a trois. Soit on se tire une balle, mais c'est pas exclusif, hein, on peut prendre une corde, enfin, on se tue. Soit on adhère à l'une des deux solutions proposées aujourd'hui dans le débat public. Et vous allez voir que mon propos est totalement subjectif, engagé, et je l'assume, et je serais très heureux qu'on puisse en discuter, mais pour moi, l'une de ces deux solutions est une arnaque absolue. Et une arnaque dangereuse, parce que justement, elle nous éloigne de l'autre solution, qui selon moi est la vraie solution. Alors, les deux solutions, pour les schématiser, il y a d'un côté le collapso-décroissancisme, et de l'autre côté, la croissance verte. Alors, je vais vous dire pourquoi, selon moi, le collapso-décroissancisme, c'est une énorme arnaque dangereuse. D'abord, je vais un peu expliquer de quoi il retourne. Alors, dans le collapso-décroissancisme, il y a collapso, il y a décroissancisme. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça se recoupe quand même. Alors, la collapsologie, ça vous parle ou pas? Non, pas forcément. Alors, les collapsologues, ou la collapsologie, c'est tous les gens qui pensent que notre monde, tel que nous le connaissons aujourd'hui, va s'effondrer, en général, dans très peu de temps. Ça veut dire que c'est des gens qui pensent, j'ai écrit tout un livre là-dessus, hein, que bientôt, la fête est finie. On s'est bien gavé, on a bien tout destroy, et donc, maintenant, ça pourrait être ça, si jamais vous ne connaissez pas déjà, c'est le rapport halte à la croissance. Je ne sais pas si ça vous parle. Le rapport halte à la croissance. Pitié, regardez un peu. Et après ça, oui, parce que c'est hyper important. C'est un rapport qui date de 1972. Par ailleurs, quand on s'intéresse à ces sujets, c'est vraiment cardinal. C'est-à-dire c'est le truc sur lequel tout est fondé. Donc, un rapport qui date de 1972, fait par des jeunes universitaires du MIT aux États-Unis, pour, non pas des dangereux gauchistes communisants, mais des industriels européens, qui se rassemblent dans ce qu'ils ont appelé le Club de Rome. On s'en fout que ce soit le Club de Rome, c'est juste, voilà. Et ils ont créé un rapport qui s'appelle Halte à la croissance, ou Rapport sur les limites de la croissance. En fait, il y a deux titres différents, parce qu'il y a un titre en anglais, et nous, en français, comme on est
très militant de ce côté-là de l'échiquier, on a appelé ça halte à la croissance. Et donc la question que les industriels posaient à ces chercheurs, c'était est-ce que notre monde de croissance économique, celui qu'on connaît depuis la révolution industrielle, ça peut durer indéfiniment ou pas? On est en 1972. Et là, les mecs du MIT, vraiment, c'est hyper important parce que c'est de ce document-là, c'est l'un des documents les plus importants de l'histoire de l'humanité. C'est de ce rapport au Club de Rome que date tout le mouvement écologiste. Tout part de là, tout va se structurer là-dessus. Donc les chercheurs du MIT, ils font un truc que personne n'avait fait avant eux, ils utilisent une bécane, c'est-à-dire qu'ils utilisent un ordinateur. C'est la première fois qu'on utilise un ordinateur pour répondre à une question de nature systémique comme ça, c'est-à-dire en gros pour mettre le monde entier dans un ordinateur pour modéliser le truc. Et donc ils mettent plein de paramètres, ils font leur, en gros leur IA, aujourd'hui on dirait une IA, enfin leur logiciel, etc. Ils l'appellent World 3, voilà. Et l'ordinateur, il sort ses résultats. Et quels que soient les paramètres, quelles que soient les entrées, il vous dit c'est fini. La fête est finie. Alors la fête est finie pas tout de suite, on est en 1972. Il vous dit la fête est finie, alléluia, 2025. On y est. Et quelles que soient les entrées, j'utilise un peu moins de ressources, j'utilise un peu plus de ressources, je fais un peu plus de technologie, je fais un peu plus de social, etc. Toutes les entrées, etc. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie. Et donc, les collapsos avec lesquels je suis fondamentalement pas d'accord, ils partent de ça, ils reprennent tout ça, ils les mettent avec les données actuelles, etc. Et ils nous disent, notre monde va s'effondrer. Alors, il y a la plupart des collapsos qui essayent de mettre en garde en disant, ça va être une horreur. Et puis, il y a certains collapsos qui nous disent, oui, ça va être une horreur, certes, il y aura des milliards de morts, mais on va pouvoir après rebâtir un monde tellement plus juste et tellement mieux. Et ils nous parlent de happy collapse. Alors moi, je vous dis tout de suite, il n'y aura pas de happy collapse, hein, parce que même s'il y a un collapse, ça va être une horreur. Il faut bien comprendre un truc très simple, c'est que si ils ont raison, et qu'il n'y a plus d'industrie, on va crever. Parce que la plupart d'entre nous vivons sous perfusion d'industrie. La plupart d'entre nous ne se posent pas la question. Au supermarché. On ne comprend pas que derrière le supermarché, il y a un monde entier industriel. Derrière chaque brosse à dents, il y a des milliards de contrats. Il y a des brevets, des centaines et des milliers de brevets qui ont été déposés. Il y a des milliers d'années d'histoire derrière chaque brosse à dents. S'il n'y a plus d'industrie, on revient à avant. On est 8 milliards. Avant, ce n'est pas fait pour supporter 8 milliards. Voilà. Donc, il n'y aura pas de happy collapse. Le collapse, c'est une horreur. Donc, en fait, il n'y a pas le choix. Soit on pense que c'est inéluctable, et donc, effectivement, là, j'en reviens à la première solution qui était de se tirer une balle dans la tête, ou de faire comme les individualistes qui se préparent à ça, vous les connaissez, c'est les survivalistes. Les survivalistes, c'est ça. C'est les gens qui pensent qu'il y aura un collapse, mais qu'il n'y a aucune solution collective qu'on peut fournir. Et donc, il faut se préparer individuellement. Je me prépare, comme ça, ouais, il y aura peut-être 7 milliards de morts, mais moi, je ferai partie du milliard restant, parce que j'ai réussi à sécuriser quelques carabines dans un coin et à faire des réserves de boîtes de conserve. Voilà. En gros, schématiquement. Il y a une partie des collapsologues, néanmoins, qui nous disent il y a une solution. C'est la décroissance. Et j'en arrive à ce qui me semble être la fausse bonne solution. Ça vous parle, la décroissance, ou pas? Peut-être pas à tout le monde, hélas, on est d'accord? Alors, mais moi je dis hélas, parce que l'idée est belle. Si, l'idée est belle. Et, si, alors on en parle. En fait, je vais le dire autrement. Il y a beaucoup de choses horribles qui naissent d'intentions honnêtes et pures. Voilà. Beaucoup, beaucoup. Et la décroissance en fait partie. Alors, je vais en 2 mots. La décroissance, c'est une idée qui a de plus en plus le vent en poupe, particulièrement dans les jeunes générations, qui sont de plus en plus ambiancées là-dedans, etc. La décroissance, c'est l'idée qu'on ne pourra pas rétablir les équilibres planétaires si on ne réduit pas la taille globale
de l'économie humaine, de l'activité humaine. Il faut réduire tout. Donc notre consommation d'énergie et de matière, c'est la seule solution. Moi je trouve que c'est une belle idée. Ouais. Et c'est soumis au même problème, vous avez dit plus tôt, l'individualisme, en fait personne va... Très bonne remarque. Mais tu me fais des transitions de malade, tu n'hésites pas. J'allais exactement y venir. Alors, maintenant je vais vous dire, je prends mon temps, hein. Peut-être que vous avez autre chose à faire. Mais je vous assure, on arrive un peu à la fin. Alors, premièrement, la décroissance n'est pas réaliste. Et là, je parle de politique. C'est la première, je dirais, critique que je pourrais faire. La décroissance n'est pas réaliste parce que on est peut-être tous complètement fous, mais personne n'en veut, sauf un certain nombre de, je dirais, de purs esprits qui sortent de l'école de commerce et qui, au lieu d'aller travailler dans l'industrie, vont se réfugier dans un tiers-lieu pour réduire leur empreinte carbone. À part quelques personnes comme ça, c'est-à-dire si vous pouvez faire une expérience assez marrante, vous pouvez voir dans les recherches Google mondiales, poser la question comment décroître, vous allez avoir très peu de gens qui vont demander comment décroître. Si vous posez la question à Google comment s'enrichir, vous allez voir qu'il y a des milliards de gens qui se demandent plutôt comment s'enrichir plutôt que comment décroître. Donc d'un point de vue politique, déjà, c'est très compliqué. Évidemment, ça n'est à l'agenda d'aucun gouvernement aujourd'hui. Par ailleurs, si on faisait de la décroissance dans un seul pays, admettons que ça puisse avoir un impact écologique positif, ça n'aurait que l'impact de ce pays-là, donc forcément un impact limité. Donc il faudrait faire de la décroissance mondiale, il faudrait que ce soit la planète entière, et la planète, puisqu'on a très peu de temps devant nous, elle n'a pas le temps d'attendre la maturation d'une idée aussi révolutionnaire. Des éoliennes, on sait faire, une révolution mondiale décroissanciste, à ma connaissance, on ne sait pas faire. Ça, c'est la première critique, c'est n'importe quoi, parce que c'est totalement irréaliste. Mais admettons que ce soit envisageable, parce qu'après tout, aujourd'hui, on a un président américain qui envisage d'annexer le Canada et le Groenland, donc pourquoi pas, demain, une révolution extraordinaire, tout le monde, d'un bout à l'autre de la planète, des Chinois jusqu'aux Brésiliens, veulent faire de la décroissance. Pourquoi est-ce que, de toute façon, ça ne fonctionne pas? Alors, ça ne fonctionne pas parce que, inévitablement, la décroissance impliquerait un crash économique. Ceux qui vous disent, on va faire de la décroissance, c'est-à-dire piloter la décrue pour ne pas subir l'effondrement dont je vous parlais, pour moi, ils vous mentent, parce que le résultat serait le même. Et je vais vous dire pourquoi. L'idée principale, c'est qu'il ne peut pas y avoir de découplage entre le niveau de vie des populations, des gens, et le niveau de production. Je vais essayer de vous le prouver de manière très simple. Premièrement, si on faisait de la décroissance, ça voudrait dire que on dirait qu'il y a un certain nombre de trucs dont on n'a rien à foutre et dont on peut se passer. C'est pour ça que je disais que c'était une belle idée. C'est vrai. Franchement, vous n'êtes jamais allé dans un supermarché en vous disant mais putain, c'est quoi toutes ces merdes? C'est pas ça la vie, quoi. C'est pour ça que c'est une belle idée. Mais malheureusement, c'est une fausse idée. Et c'est ça que veut faire la décroissance. La décroissance, elle veut dire on a besoin de médicaments, on a besoin d'éducation, mais du porno en HD dans l'ascenseur, on n'en a pas besoin. Ah oui, c'est ça. Oui, oui. Je suis le premier consommateur d'ascenseur. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que dans un système économique, le superflu finance le nécessaire. Je vais le dire simplement. Tu n'as pas de médoc si tu n'as pas de porno à acheter dans l'ascenseur. Et ça, c'est vrai à l'intérieur des pays et c'est vrai entre les pays. À l'intérieur des pays, c'est vrai, il y a un truc qui s'appelle l'impôt. C'est la prospérité et la croissance de plein de trucs dont on n'a rien à foutre. Les discothèques, enfin, peut-être à fond dans les discothèques, je sais pas quoi. Il y a plein de trucs dont on pourrait se passer. Mais c'est toutes ces activités, cette dynamique-là, qui fait que par l'impôt, on a le nécessaire et sinon on l'aurait pas. À l'échelle internationale, quand les pays du Nord, nous, on est des porcs, on est d'accord, on est des porcs, on se gave. Quand on arrête de se gaver, c'est-à-dire qu'il y a une crise, une récession dans les pays du Nord, qui c'est qui trinque en premier? C'est les pays du Sud. Parce qu'ils ont besoin de notre putain de consommation superflue
pour pouvoir, eux, assurer leur développement. Tout est lié. Ça, c'est une idée extrêmement importante. La deuxième idée extrêmement importante, c'est que quand les décroissancistes plaident la décroissance, ils vous racontent de la merde sur ce qu'est la croissance elle-même. Ça vous parle, la croissance, ou pas? Vous voyez ce que c'est, la croissance? Oui, non, moyennement. Vous savez que tout est fondé sur la croissance. C'est-à-dire que dans les décisions politiques, tout ça, tout est fondé sur la croissance. La croissance, c'est avoir un peu plus de richesse l'année prochaine. Si en 2025, on a enregistré une croissance de 2% par rapport à 2024, ça veut dire que l'ensemble de l'économie française est plus grosse de 2%. Et donc les décroissancistes, ils vous disent, la croissance, ce sont ces 2%. Mais c'est pas vrai. C'est pas ça la croissance. La croissance, c'est pas ces 2%. La croissance, c'est avant tout une idée. La croissance, c'est l'idée que demain, j'espère qu'il y aura 2% de plus. C'est-à-dire que j'espère que demain, il y aura une amélioration. 2%, ça veut dire une amélioration. Ça veut dire que nous serons, ou je serai, plus riche. La croissance, c'est la possibilité que les choses soient matériellement supérieures demain. En gros, c'est à l'échelle globale, ce qu'à l'échelle individuelle, on appelle le profit. Et c'est cette idée-là qui fait qu'il y a des gens qui se lèvent le matin pour entreprendre, pour innover, pour investir, pour épargner, pour prêter du pognon. C'est cette idée-là qui ne fait pas que chaque année, il y a un peu plus de gâteaux. C'est cette idée-là qui fait que chaque année, il y a un putain de gâteau. Et c'est ça, le mensonge et l'erreur centrale. C'est que si vous supprimez, non pas la croissance, mais la possibilité de la croissance, et c'est ça que veut faire la décroissance. La décroissance, elle veut interdire, puisqu'au contraire, elle veut programmer la chute, la réduction. C'est toute l'économie que du jour au lendemain, vous foutez en l'air, vous délitez. Imaginez que Sandrine Rousseau fasse une révolution décroissanciste en France. Du jour au lendemain, qu'est-ce qui se passe? À votre avis, c'est très simple, vous pouvez me donner la réponse vous-même. Qu'est-ce qui se passe? Bravo. C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Du jour au lendemain. En fait, je suis en train de vous raconter une histoire qui est une fable, malheureusement qui n'est pas une fable, puisque ça s'est passé dans plein de pays. C'est les pays soviétiques. Du jour au lendemain, elle veut faire de la décroissance. Il y a plein de gens qui veulent se barrer. Et surtout, il y a les capitaux qui se barrent. Et puis surtout, il y a plein de gens qui ne veulent plus rentrer. Évidemment, je ne vous fais pas un dessin, mais vous n'allez pas prêter à un pays qui va faire de la décroissance, et vous allez encore moins investir dans un tel pays. Vous êtes au pouvoir, vous êtes Sandrine Rousseau, vous voyez plein de connards qui se barrent, vous faites quoi? Un mur. Évidemment, un mur. Donc, vous êtes obligé de fermer les frontières. Vous fermez les frontières. Non, même les gens, vous ne pouvez pas les faire sortir. Parce que c'est les cerveaux, c'est l'énergie, etc. Vous êtes obligé de les garder. C'est ce qui s'est passé dans tous les pays soviétiques. Donc, vous fermez. Et vous êtes grave dans la merde. Parce que du coup, ça veut dire que vous devez assurer à votre population tout seul. Ça veut dire que vous êtes en autarcie, en autosuffisance. Pour assurer notre niveau de vie, là, en France, en autosuffisance, je vous le dis, hein, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce que vous faites? C'est pareil, la suite, vous pouvez la faire. C'est très simple. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le choix. Hein. Réduire les gens de l'esclavage. Alors, d'une certaine manière, vous êtes obligé, je vous rappelle qu'au passage, il n'y a plus de marché. Plus de marché. Ça n'existe plus. Donc, vous êtes obligé de tout collectiviser. Vous êtes obligé, vous n'avez pas le choix. Et comme il n'y a plus de marché, vous êtes obligé de tout planifier. Parce que comme vous n'avez plus de marché, vous n'avez plus de signal prix, vous ne pouvez plus savoir quoi produire. Combien de chaussures je dois produire? Qu'est-ce que j'en sais? Si j'ai plus de marché, si j'ai plus de prix, je ne sais plus. Et donc vous entrez dans un schéma qui est parfaitement connu et qui est catastrophique du point de vue du niveau de vie. Vous avez une chute, humainement, c'est absolument catastrophique. Évidemment, vous pouvez vous en douter,
le résultat, c'est que vous troquez la démocratie contre autre chose. C'est une dictature, obligatoirement. Historiquement, la démocratie n'est toujours allée de pair qu'avec un seul système économique, c'est le nôtre, c'est l'économie de marché. Toutes les économies planifiées ont été des dictatures. C'est très simple. Hein. Dans une économie planifiée, vous devez imposer à tout le monde le plan. Vous devez le faire accepter à tout le monde. Vous devez, je l'ai dit à l'instant, confisquer, exproprier et collectiviser. Les gens qui ont des trucs, ils ne veulent pas les lâcher comme ça. Hein. Donc, vous êtes obligé d'employer la force. Vous devez redistribuer et rationner. Enfin, il faut un pouvoir fort hein, quand même, pour assurer ça. On l'a dit, vous devez fermer vos frontières. Et en plus, si c'est une économie planifiée de décroissance, vous devez interdire ce que vous avez jugé superflu, donc le porno, l'ascenseur, etc. Et vous devez aussi interdire le surplus. Parce que même pour les activités autorisées, puisqu'on est dans la décroissance, si on fait trop, c'est trop. Donc il faut aussi interdire le surplus. Ouais. Il n'y a pas déjà l'essence au moins 60%. Non. Alors, on peut en parler. Ouais. Regarde la question, on les met de côté, je termine, mais je ne vois pas. Ah bon? Non, mais je suis curieux. Donc, voilà pourquoi ça ne serait pas démocratique. Et enfin, ça serait, et là c'est un peu la cerise sur le gâteau ou le pompon sur le bonnet, ça ne serait pas non plus écologique. C'est pas écologique, parce que si vous faites de la décroissance dans un seul pays, et quand bien même ça a des vertus écologiques, si c'est que dans un seul pays, c'est limité, quoi, forcément. Premier argument. Deuxièmement, si on ne veut faire notre transition environnementale qu'en comptant sur la quantité, c'est-à-dire la quantité de ce qu'on consomme, on est obligé de faire un choix entre le niveau de vie et la planète. Je vais vous donner un exemple qui est hyper parlant. Tout le monde a vécu le confinement. Il y a eu une baisse de l'activité économique en France de 4% et une baisse des gaz à effet de serre de 6%. Si on devait arriver à zéro carbone, la neutralité carbone, uniquement en réduisant notre activité, on arriverait au PIB de 1870. Tout à fait en France. Hein. Voilà. Évidemment, s'il faut choisir entre la planète et notre niveau de vie, je vous laisse imaginer ce qu'on va choisir. C'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire, pour le coup, là je suis d'accord, on y est déjà. Autre remarque, la misère, parce que c'est ça que la décroissance nous promet, elle n'est pas écolo. Parce que les gens, ils sont pas stupides, hein, ils ne se laissent pas crever. Et donc, ils se rabattent sur ce qui leur permet de survivre, à savoir les ressources naturelles. Il y a un tiers aujourd'hui de la déforestation tropicale qui est liée à l'extrême misère, à l'extrême pauvreté. Normal. Alors, le chaos, parce que ça serait une situation de chaos, il n'est pas non plus écolo. Dans le monde de Mad Max, on ne roule pas en Zoé, on ne bouffe pas des petites carottes bio. Alors, puis dans un monde en guerre, la guerre, c'est abominable pour les humains, et par ailleurs, on n'en parle jamais, mais c'est abominable pour la nature aussi. Il y a un tribut de l'environnement à nos guerres humaines. Voilà. Et puis par ailleurs, si c'est le chaos, on perd la maîtrise et le contrôle de certaines installations industrielles, comme les centrales nucléaires, qu'on ne saurait pas proprement arrêter, et qui produiraient des cataclysmes environnementaux. Bon. Et puis, dernier argument qui est le plus cher, si on fait ça, on se prive du seul outil, parce que je vais essayer de finir positivement, du seul outil transformatif qui nous permette véritablement de réduire notre impact environnemental, c'est le marché. Je vais y revenir, enfin je vais terminer là-dessus, parce que je vous disais, il ne peut pas y avoir de découplage entre notre mode de vie, notre niveau de vie et le niveau de production. En revanche, c'est tout le cœur de la question environnementale, il peut y avoir un découplage entre notre niveau de vie et nos impacts environnementaux. Et ça, c'est la promesse de la croissance verte. Je vais essayer de terminer là-dessus, sur qu'est-ce que c'est, de quoi on parle, qu'est-ce que c'est que la croissance verte. Alors, je vais faire vite. Je n'ai pas parlé de croissance durable, parce que la durabilité, c'est une promesse qui est très très forte. Et on n'arrivera pas à une véritable durabilité avant longtemps, et peut-être avant de maîtriser certaines technologies qui sont en gestation aujourd'hui. Mais on peut parler de croissance verte, disons, comme un effort pour réduire notre pression, notre impact environnemental au maximum, jusqu'à pouvoir maîtriser ce qui nous permettra de sortir du problème environnemental.
Cette croissance verte, elle aurait, selon moi, deux piliers qui découlent de mon analyse que je vous ai faite des verrous de la transition. Les deux piliers, c'est le marché et la démocratie directe. Je vais peut-être commencer par la démocratie directe. Pourquoi est-ce que pour moi la démocratie directe, d'abord, est-ce que vous voyez la différence entre la démocratie directe et la démocratie représentative? Ou pas forcément? La démocratie directe, c'est quand le peuple décide directement. La démocratie représentative, c'est on ne décide pas directement, on désigne des représentants qui, eux, décident. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question de pourquoi est-ce qu'on n'est pas en démocratie directe? Et pourquoi, du coup, on est en démocratie représentative? Alors, je vais vous donner une réponse très simple. Quand il y a eu la Révolution française et qu'elle est partie en cacahuète, il a fallu trouver un système démocratique. Mais c'était un petit peu compliqué de rassembler tout le peuple de France sur la place de la Concorde. Donc, il a fallu trouver un système. Et on a trouvé un système super malin, qui était la représentation. Puisqu'on ne peut pas avoir tout le monde, on va avoir des gens, chaque individu qui va représenter pas mal de groupes. C'est super intéressant. C'est pas du tout comme ça que fonctionnait, ou disons, pas complètement comme ça que fonctionnait la première démocratie, qui était la démocratie athénienne, qui fonctionnait à la fois comme ça. Il y avait des élus, mais pas que. Il y avait aussi beaucoup de prises de décision directes, parce que pour le coup, tous les Athéniens, les citoyens athéniens, pas les esclaves évidemment, parce que c'est de la merde, mais les citoyens athéniens pouvaient se réunir sur une colline, la colline du Pnyx, où ils prenaient un certain nombre, tous collectivement ensemble, des décisions extrêmement importantes. Aujourd'hui, pour la première fois depuis 2500 ans, la démocratie directe est techniquement possible. Je vous fais remarquer que nous passons... Ouais. La Suisse fait ça avec Non. l'inflation. En gros. On peut en parler, mais oui et non. Il y a c'est beaucoup plus direct, c'est pas exclusivement direct, et surtout, moi là, je voulais parler de l'apport technologique. Ça ne vous aura pas échappé que vous passez votre temps sur votre smartphone, comme moi, à, par exemple, voter. Voter. Votez pour des vidéos de petits chats, pour votre chauffeur Uber, pour votre dernier hôtel à la Playa del Mar, j'en sais rien. Pourquoi vous ne voteriez pas pour d'autres choses? Techniquement, c'est une révolution politique, oui. Est-ce que vous pensez que c'est possible dans notre avenir en France d'avoir une démocratie pas représentative directe? C'est ce que je pense. C'est ce que je suis en train de plaider. Alors, mais je vais le plaider au moins pour un sujet, qui est mon sujet, qui est notre sujet, qui est l'environnement. Il y a un livre en matière de philosophie environnementale qui est extrêmement important, un livre de Hans Jonas qui s'appelle Le principe responsabilité. Hans Jonas, qu'est-ce qu'il nous dit? On est dans les années 70, me semble-t-il, et il nous dit, on est dans la merde, il n'est pas du tout optimiste, il nous dit, on ne fera pas cette transition environnementale parce qu'on ne se sent pas responsable de la planète. Et lui, il pense qu'on ne s'en sentira jamais responsable. Quelques décennies plus tard, Macron, quoi qu'on en pense, réunit une convention citoyenne pour le climat. J'aurais pas misé 4 cacahuètes là-dessus. Solution politique à 2,50 pour sortir de la crise des gilets jaunes. Souvenez-vous-en. Il y a des gens qui sont tirés au sort, qui n'ont pas un tropisme environnemental particulier, du tout. On les met face au truc. On les ambiance bien. Ils accouchent du plan le plus ambitieux en matière écologique qu'on ait jamais présenté dans ce pays. Pourquoi? Mais parce qu'ils étaient plus comme on l'est tous des électeurs qui sont indirectement concernés. Ils étaient directement face à leurs enfants, leurs petits-enfants et la planète. Et on les a investis de cette responsabilité. C'est un pari que je fais. C'est mon pari. Au moins en matière environnementale, je pense que si on pouvait tous
directement se prononcer, je n'ai pas de preuve. C'est un pari pascalien, je n'ai aucune preuve. Si ce n'est en Tionas, théoriquement, et en pratique, la Convention citoyenne. Voilà. Je pense que on ferait des trucs de mal. Parce qu'on serait d'accord. On serait d'accord. Et pour le coup, ça serait des efforts complètement partagés. C'est pas, attention, je vous ai dit que j'avais 2 solutions. C'est pas la seule solution, parce qu'il ne faut pas non plus verser dans le bisounourcisme, etc. Il faut une autre solution, qui est la solution sociale. Parce que la transition environnementale, elle peut frapper de plein fouet ceux qui ont le moins. Ceux qui sont les plus fragiles, les plus exclus, les plus déshérités, etc. Et ça, c'est pas possible, parce que sinon, c'est l'implosion sociale. Donc, je vais y venir. C'est la seconde chose. C'est sur le marché et la redistribution. Mais ça, c'est hyper important. Et je pense qu'on pourrait avoir un système dans lequel, pas forcément une démocratie directe pour tout, parce que la représentation pour faire du consensus pour un certain nombre de trucs, ça marche bien. Sur les retraites, vous allez rigoler parce que y a 4 millions de personnes dans la rue, etc. Mais quand même, ça marche bien. Parce que vous allez voir, il va y avoir une réforme consensuelle. Ça c'est voilà, c'est ce système-là qui arrive à faire des trucs. Et sur l'environnement, on pourrait avoir un système pour la transition qui soit exclusivement de démocratie directe. Et je pense que c'est possible, je pense même qu'on va y arriver. Et dans le cadre de mon boulot au Sénat, je constate quelque chose qui m'encourage beaucoup. C'est que les élus à qui on donne à prendre des décisions environnementales, ça les emmerde. Ils n'en veulent pas. Parce que c'est pas populaire. J'ai travaillé sur une loi d'accélération des énergies renouvelables, les panneaux photovoltaïques, les éoliennes, etc. Vous savez ce qu'on a fait dans cette loi? On a donné aux élus le pouvoir de choisir où on pouvait mettre des éoliennes et où on ne pouvait pas mettre des éoliennes. Vous voyez que le maire, il est content d'avoir ce pouvoir? Vous savez, il va dire à Jean-Marc, c'est chez toi qu'on va mettre l'éolienne. Jean-Paul, il va être hyper content. C'est pas possible, d'un point de vue électoral, de ne pas comprendre que ça ne marche pas. Et que les premiers qui vont dire, mais oui, allez-y, les gens ont décidé directement en matière d'écologie, c'est les élus eux-mêmes. Ça les emmerde. La seconde voie de solution extrêmement importante pour débloquer, elle est de nature économique, c'est le marché. Pourquoi? Parce que le système des prix est le système le plus puissant pour transformer les comportements. Je vais vous le dire très simplement. Je parle d'écologie et je travaille dessus à longueur de journée. Ben, je suis un connard qui prend l'avion. Pourquoi je prends l'avion? Parce que j'ai les moyens. Si je n'avais pas les moyens, je m'en passerais. Le prix, c'est ce qui permet au consommateur de changer sa consommation et surtout au producteur de changer sa production et donc d'innover pour gagner des parts de marché en réduisant son impact environnemental. Comment on actionne ça? Eh bien, c'est assez simple, schématiquement. On subventionne ce qui verdit et on renchérit ce qui pollue. Subventionner ce qui verdit, il y a plusieurs méthodes. Ben, tout simplement, il y a la subvention. C'est des choses qui existent aujourd'hui, mais on fait très mal. Payer une bagnole électrique. L'État. Sur critères sociaux, c'est-à-dire, j'ai pas de pognon, j'ai besoin, pour mon boulot, c'est indéniable, d'une voiture, il n'y a pas d'autre système de transport, c'est payé. Pompe à chaleur, subvention, on aide. C'est ce que font les States. Hein. Je vous signale que les États-Unis, c'est pas de là qu'on attendrait une belle transition environnementale. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Enfin, c'est pas sous Trump. Hein. C'est sous Biden, c'est grande loi qu'il a passée, etc., que Trump va être obligé de conserver d'ailleurs. Et voilà, on subventionne, on crée une véritable politique industrielle, on se dote d'une filière de batterie, on se dote d'une filière de pompe à chaleur, etc., etc., et on fait des infrastructures, parce que, par exemple, pour l'énergie, il faut des infrastructures qui permettent d'interconnecter toutes les sources d'énergie durable et non carbonée. Ça, c'est le pognon qu'on injecte. Je termine, je ne vais pas être très très long. Liste-les tes questions. Et par ailleurs, on renchérit ce qui pollue. Ça, c'est des systèmes de taxes carbone, taxes sur l'eau éventuellement, de marché carbone. Il y a un truc, moi, qui me fascine complètement, c'est
le compte carbone individuel. Imaginez que chacun d'entre nous, en plus de son compte en banque, ait un compte carbone. Ça veut dire que chaque année, en début d'année, vous disposez d'un montant de carbone que vous pouvez dépenser. Ou pas. Mais non. Mais non, c'est génial. Mais non, tu ne te barres pas. Tu vas voir que tu ne te barres pas. Tu vas voir. Parce que justement, tu es responsable de ton compte carbone. C'est-à-dire que tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux le gérer comme ton compte en banque. Le jour où tu n'as plus de pognon, tu ne vas pas te barrer très loin. Mais le jour où tu n'as plus de carbone, c'est pareil. C'est pareil. C'est parfaitement symétrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque acte de consommation, vous avez non seulement un prix en euros, mais vous avez aussi un prix en carbone. Et évidemment, quel va être notre réflexe? On n'est pas con, hein. On va essayer de décarboner notre consommation, puisqu'on y a intérêt. Par ailleurs, si il me reste des droits carbone et que mon voisin n'en a plus, ben, je vais pouvoir lui vendre. Et donc, je vais pouvoir faire de mon carbone une source de revenus. Je vais avoir intérêt. Là où je n'ai aujourd'hui aucun intérêt à transitionner, même plutôt que des emmerdes, là je vais avoir intérêt. Je vous mets ça, je plante la graine, vous faites ce que vous voulez, compte carbone, truc de malade. Je ne sais plus où je vais terminer. Oui, très important, je vous parlais de subventionner et de renchérir. Il y a aussi une question dont on ne parle jamais, c'est de le faire dans le bon ordre. Parce que si vous faites de la taxe carbone, mais que vous n'avez pas aidé, par exemple, les agriculteurs à se décarboner, ben, ils sortent dans leur rue avec des gilets jaunes et c'est normal. Donc il faut qu'il y ait un temps d'investissement public massif pour véritablement créer un calendrier et aider les gens à s'équiper avec des alternatives, en annonçant qu'après, ce qui subsistera sera taxé. Tout ça, c'est pas fait du tout. Ce système dont je vous parle, il permettra en particulier d'avoir un truc déterminant pour la transition, c'est la technologie. Aujourd'hui, ça devient une insulte de croire en la technologie. Vous la connaissez, cette insulte, c'est vous êtes un technosolutionniste. Technosolutionniste, ça veut dire connard. Ça n'a strictement aucun sens, à condition d'envisager la technologie avec discernement. Mais moi, je vais vous dire quelque chose de très simple. Quelqu'un qui ne compterait que sur la technologie pour régler la question environnementale serait ce dont on parlait au tout début, c'est-à-dire un transhumaniste complètement hors sol qui ne se rend pas compte que la technologie, à date, au moment où je vous parle, ne peut pas régler la totalité du problème. En revanche, quelqu'un qui vous dirait qu'on n'a pas besoin de technologie pour faire la transition est un collapso-décroissantiste, et vous savez ce que j'en pense. Et surtout quelqu'un de complètement à côté de la plaque. Parce que dans l'ensemble de la transition dont je vous parlais, la technologie, elle est fondamentale. Vous vous souvenez de mon petit schéma? Je vais le reprendre en 2 secondes. Transition énergétique. On a besoin de technologie pour développer des systèmes de stockage. Les batteries et puis d'autres systèmes de stockage innovants, je n'entre pas dans les détails. Aujourd'hui, le monde du stockage énergétique, il est en pleine effervescence. Quand vous entendez parler, par exemple, d'hydrogène, en général, c'est un mode de stockage. Donc vous dites, c'est génial l'hydrogène, oui, c'est un mode de stockage. Donc ça, technologie. Pour la question énergétique, je ne vous parle même pas du nucléaire des nouvelles générations, absolument fondamental. Donc vraiment, on a besoin de technologie. Est-ce qu'on a besoin de technologie dans la transition agricole? Ah mais grave. L'agroécologie, elle existe, mais elle a 2 problèmes. Elle ne garantit pas les rendements. On est 8 milliards, on va être 10 milliards. Hein. Donc si on ne garantit pas les rendements, bah, c'est des famines, hein, c'est pas compliqué. Donc il faut booster les rendements. Et puis par ailleurs, elle est extrêmement intensive en main-d'œuvre. Pour faire de l'agroécologie par rapport à l'agroécologie par rapport à l'agriculture actuelle, il faut beaucoup plus de gens. Très compliqué de trouver ces gens et de les rémunérer. Donc on ne fera pas d'agroécologie sans robots, sans IA et sans EGM. Ça, c'est de la tech. Idem pour la viande. Comment on fait pour réduire l'impact de la viande? Il y a une start-up aujourd'hui qui s'appelle Symbrosia, qui a développé une solution qui réduit, par un simple complément alimentaire des vaches, de 85% leurs émissions de gaz à effet de serre. Sachant que aujourd'hui,
les P et les Rho des vaches représentent 40% de l'ensemble des émissions agricoles. C'est absolument considérable. Oui, on va avoir besoin de beaucoup de tech dans la transition écologique, dans la transition agricole. Et dans la transition industrielle, on ne rentre même pas dans les détails, de technologies à tous les étages pour faire de l'éco-conception des produits, pour faire du recyclage, etc., etc. Je vais vous parler des deux mouvements transverses. L'efficacité. L'efficacité, c'est que de la tech. C'est que de la tech, de l'innovation. En fait, c'est pas vrai. C'est pas que de la tech, mais c'est grandement de la tech. Et le problème de l'efficacité, c'est que l'impact de l'efficacité n'est pas garanti. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des effets rebonds. Ça veut dire que quand on gagne des trucs d'un côté, on peut dépenser ce qu'on a gagné dans des trucs pas trop cool, et du coup, ça se compense et on n'a rien gagné du tout. Et c'est là que la sobriété intervient. C'est-à-dire que ce dont je vous parlais, c'est-à-dire les marchés, par exemple les taxes carbone, les taxes sur l'eau, etc., peuvent compenser cet effet rebond. Et donc, là où d'habitude on oppose efficacité et sobriété, et en fait, les deux sont parfaitement complémentaires. Et maintenant, je vais terminer par le truc qui fait le plus hurler et fantasmer, c'est la géo-ingénierie. Ça vous parle ou pas, la géo-ingénierie? Pas à tout le monde, pas forcément. Ok. La géo-ingénierie, c'est l'idée que on va mettre en place des technologies à l'échelle planétaire pour réparer la planète. Alors, ayez en tête une chose, c'est que ce qu'on fait depuis la révolution industrielle, et malgré nous, une immense expérience de géo-ingénierie. Quand on s'est mis à exploiter du pétrole, du gaz et du charbon, on n'a pas fait exprès, mais on s'est mis à modifier l'une des composantes essentielles de notre planète. Donc l'idée de répondre au mal par le mal, c'est-à-dire de développer des systèmes symétriques à ce qu'on a fait depuis la révolution industrielle pour contrer, c'est pas déconnant. Après, il faut rentrer un petit peu plus, mettre les mains dans le cambouis, savoir de quoi on parle. Vous avez deux grandes familles de géo-ingénierie. La géo-ingénierie solaire, qui consiste à limiter l'exposition de notre planète au Soleil. Et la géo-ingénierie atmosphérique, qui consiste à capter le carbone de l'atmosphère. La géo-ingénierie solaire, je vous le dis, elle est hyper dangereuse, mais elle va être mise en œuvre. Alors pourquoi c'est hyper dangereux? D'abord, c'est quoi? Ça consiste par exemple à diffuser des particules de dioxyde de soufre dans l'atmosphère pour imiter les effets d'une éruption volcanique et donc limiter la pénétration des rayons du soleil dans l'atmosphère ou des particules de sulfate, enfin des trucs comme ça. C'est hyper dangereux parce que si vous commencez à faire ça, déjà vous ne pouvez plus vous arrêter. Vous êtes tout le temps injecté. Dès que ça retombe, il se passe un truc qui s'appelle, c'est un joli mot d'ailleurs, ça s'appelle le choc terminal. Et donc ce que vous avez gagné en baisse de température, eh ben, vous le perdez en une hausse de température monumentale, c'est-à-dire que tout d'un coup, la planète prend 2-3 degrés. D'un coup. Le jour où ça se produit, alors là, on est tous faits. Ça, c'est un petit problème. Par ailleurs, ça modifie le système des précipitations. Et on pense par exemple que ça modifierait le système de la mousson. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'est la mousson, c'est ce système de pluie qui permet à des milliards de gens de vivre dans toute la corne, qui va de l'Inde jusqu'au Bangladesh, etc. Et là, donc, ça serait des milliards de morts potentiellement, si ça c'est perturbé, donc c'est problématique. Il ne faut surtout pas faire ça, mais ça va être fait, parce que ça ne coûte rien. N'importe quel Pékin peut faire ça. Et il y a d'ailleurs une start-up américaine, parce que les Américains ne sont jamais les derniers pour ce genre de conneries, qui a commencé à le faire. C'est une start-up qui s'appelle Make Sunsets, qui se fait payer pour balancer des particules comme ça dans l'atmosphère. Et quand je vous dis que ça coûte rien, c'est que n'importe quel millionnaire excentrique peut louer de façon privée une flotte d'avions et balancer ça et donc changer l'atmosphère de la Terre. Alors si un millionnaire peut le faire, vous imaginez que n'importe quel petit État, un État insulaire qui est menacé par la montée des océans, peut le faire. Qui paye cette start-up? Ah ben, vous et moi. Ou ça peut être des entreprises. Ça peut être par exemple comme compensation pour le verdissement de son image vis-à-vis de ses clientèles, donc améliorer son profit, disons le caractère vert
une part de ses produits, de son offre, en compensant par ce type d'action. Donc il gagne des crédits carbone en fait. Voilà, ça s'appelle les crédits carbone. Pour l'instant, c'est embryonnaire, heureusement. Ok. Voilà. Donc ça, c'est la première famille de géo-ingénierie. Bon. La seconde famille de géo-ingénierie, c'est de retirer le carbone de l'atmosphère. Quand on vous parle de planter des arbres, en fait, c'est ça. Mais le faire à une échelle beaucoup plus importante. Et ça, même le GIEC dit qu'il faut le faire et que ça fera partie des solutions. J'en arrête là. Je termine juste sur un point, ce sera la conclusion, en vous disant que, selon mon point de vue à moi, cette transition environnementale, elle nous sert à fabriquer une passerelle de maintenant jusqu'à la fin de ce siècle, pour sauter à pieds joints au bout de la passerelle dans un monde complètement différent, complètement nouveau, que je ne peux pas vous décrire. Et je pense que personne ne peut vous le décrire. C'est un monde dans lequel il n'y aurait pas eu d'effondrement, donc, parce qu'on aurait réussi à mettre en œuvre cette transition, et dans lequel on aurait réussi à maîtriser un certain nombre de technologies de rupture qui changeront absolument tout, et c'est pour ça que je suis incapable de vous parler de ce monde-là, parce que nous ne sommes pas équipés pour pouvoir nous le figurer. Il y a aujourd'hui en gestation des technologies qui ont le pouvoir véritablement d'effectuer une transformation qu'on n'a jamais connue dans notre histoire. Vous connaissez bon nombre d'entre elles. La fusion nucléaire. Dans un monde où on peut faire de la fusion nucléaire, c'est plus la même chose. L'intelligence artificielle. Dans un monde où l'intelligence artificielle est devenue forte, c'est-à-dire égale ou supérieure à l'intelligence humaine, on ne sait pas exactement à quoi pourrait ressembler un tel monde. Il y a des choses dont on entend un peu moins parler, qui sont l'énergie quantique et les supraconducteurs. C'est des recherches qui avancent aujourd'hui et qui changent absolument tout pour notre, je dirais, notre économie globale. Une économie avec des supraconducteurs et avec de l'énergie quantique, c'est plus du tout la même chose. Et puis, il y a un dernier point qui m'est cher et qui est très lié, à mon avis, à la question environnementale, et ça, je n'entends jamais, et pourtant, c'est une idée extrêmement importante, c'est que le seul moyen qu'on aura à terme de sanctuariser notre belle planète bleue, c'est d'aller exploiter les ressources spatiales. Ce qui était de la science-fiction il y a quelques années ne l'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, pour exploiter une mine de terres rares, les terres rares, c'est pas du tout des terres et c'est pas rare, c'est des métaux qui servent énormément à l'électronique et même au matériel de la transition, même les éoliennes, etc., etc. Pour ouvrir et exploiter une usine de terres rares, il faut 1 milliard de dollars. Aujourd'hui, parallèlement, pour aller pécho un astéroïde qui contient plus de nickel qu'on n'en trouvera jamais sur Terre ou d'autres types de métaux, etc., c'est 2,5 milliards. Les coûts du premier projet ne cessent de monter, les coûts du second ne cessent de descendre. Au bout d'un moment, les courbes elles vont se croiser. Quand on sera capable d'exploiter nos matières premières là-haut et de fabriquer notre énergie là-haut, on n'aura plus à toucher, à dégrader, à détruire ce qu'on a en bas. Voilà. J'ai une question sur l'astéroïde, on l'exploite, comment on peut récupérer? Parce que si on a... Alors, je ne peux pas répondre à des questions aussi techniques. Il y aurait plusieurs possibilités. C'est modélisé, il y a des boîtes qui travaillent vraiment dessus. Hein. La phrase que j'ai prononcée tout à l'heure, ce qui était de la science-fiction il y a quelques années n'est plus aujourd'hui, elle n'est pas de moi, je ne l'ai pas dit, c'est une citation d'un des plus grands, il s'appelle Gébourel, c'est un des plus grands spécialistes de l'exploitation minière aujourd'hui, et c'est un mec qui n'est pas drôle du tout. Le mec, il a vraiment les pieds sur terre, c'est pas un rêveur, le transhumanisme n'a rien à foutre, il a même jamais vu Star Wars, mais voilà. Et donc, quand un mec comme ça en vient à avoir ce genre de discours, c'est que clairement il se passe quelque chose. Par ailleurs, un sujet que je connais mieux, c'est l'ISRU, c'est-à-dire l'in situ resource using. Et ça, c'est un volet qui est incorporé aux grandes missions spatiales qui sont aujourd'hui en préparation. Par exemple, Artemis, c'est-à-dire la mission de retour sur la Lune, comprend un volet d'exploitation des ressources in situ.
parce que sinon la mission n'est pas possible, en particulier la ressource en eau. Donc ça veut dire qu'on va faire sur la Lune ce qu'on n'a jamais fait durant Apollo, c'est-à-dire qu'on va installer des bases qui vont non pas tout apporter de la Terre, mais qui vont exploiter au moins la ressource en eau. Et l'eau, c'est clé pour plein de raisons. D'abord parce que nous, on a besoin de flotte pour vivre, hein, tout simplement, donc l'eau, ça se boit. Ensuite, l'eau, ça permet de faire pousser des trucs sur place, donc on va aussi faire de l'agriculture spatiale. Et puis troisièmement, l'eau, c'est génial parce que quand vous cassez les molécules de H2O, bah, non seulement vous faites de l'oxygène pour respirer, mais vous faites aussi de l'hydrogène pour faire de l'énergie. Parce que justement, ce que je me disais, c'est que la difficulté technique, c'est le retour sur Terre. Oui, donc c'est une difficulté. Ce que j'ai entendu, c'est que l'utilisation des astéroïdes, c'était intéressant toujours pour l'exploration spatiale, pour, par exemple sur la Lune, oui. on peut plus facilement... Ça sera le premier usage. Le premier usage va être pour les besoins de l'exploration spatiale elle-même. Il y a bien deux volets hein, dans cette conquête spatiale-là. Il y a le volet ressources et il y a le volet énergie. Et il faut bien comprendre que quand on sera capable de collecter, c'est déjà, les Japonais sont très forts là-dessus, on l'a déjà fait, l'énergie solaire directement dans l'espace, ben, vous réglez le problème de l'intermittence du solaire. Vous avez une étoile qui est en permanence émissive, vous n'avez pas d'alternance jour-nuit, vous récupérez tout ça et vous pouvez tout renvoyer par des micro-ondes. Et ça fonctionne. Une question par rapport aux trois piliers dont vous parliez, économie, démocratie et technologie. Pourquoi le volet politique? À partir du moment où il y a le marché libre, qu'il y a des incitations à s'améliorer, et qu'il y a du progrès technique qui vient avec, est-ce qu'il n'y a pas besoin de changer à ce point en profondeur la démocratie, surtout qu'avec une démocratie directe, comme vous l'aviez dit, les gens ont tendance à s'en cogner de ces sujets-là. Non, justement, c'est l'inverse. À part le projet carbone, éventuellement, s'il y a un point comme ça. En fait, par exemple, je sais plus comment vous l'aviez appelé, le comité qui avait été... la convention citoyenne. Voilà, la convention. C'est facile d'avoir un projet ambitieux quand c'est pas nous qui payons, en gros. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque comme ça aussi avec la démocratie directe on va faire des trucs de malade, de toute façon je sais pas combien ça me coûte, et ensuite on se casse la gueule, on va se casser le signal prix. En fait, pour que ce soit bien fait, il faut donner évidemment toutes les données. Est-ce que tout le monde va faire attention à ça déjà? Ah oui. Non mais regardez, je vais prendre une analogie qui est tout bête. Les jurés. C'est un peu gueudin la manière dont, tout un chacun, les gens s'impliquent. Et là, on s'aperçoit que la connasse qui est sa voisine, tout d'un coup, elle est impliquée et elle développe des trésors d'intelligence. Et les jurés ne font pas ça à la légère. Ils seraient pareils. Mais parce qu'ils sont pénibles. Si on le fait à X millions, on est déresponsabilisés. Non. Pas du tout, parce que vous avez plusieurs systèmes pour être. Ça impliquerait qu'on puisse à tout instant connaître toutes les données économiques du problème. Pourtant, Hayek disait que ces données économiques sont vraiment complètement distribuées chez chacun des acteurs économiques en partie. Et comment un comité de planification comme ça pourrait avoir une vision totale du problème et avoir les bonnes incitations, tant plus il pense ce pognon qu'il n'a pas. Vous pouvez imaginer un... Ah, super, merci. Merci. Vous pouvez imaginer un système à deux étages. Une assemblée de démocratie directe, c'est-à-dire une assemblée tirée au sort comme la Convention citoyenne, c'est de la démocratie directe parce que c'est des gens qui n'ont pas été élus mais qui ont été tirés au sort. Et que ensuite, comment? Stochastocratie. Voilà, exactement. Et ensuite, que leurs décisions soient soumises à la totalité de la population, sous forme par exemple d'un référendum à choix multiple. Le problème du référendum, c'est qu'en général, on ne vous pose qu'une seule question et vous répondez à la personne qui vous la pose. Là, vous n'avez plus de problème, parce que d'abord, il n'y a plus personne qui vous la pose, parce que c'est juste son voisin, sa voisine, c'est des gens qui vous la posent. Et en plus, comme c'est un choix multiple, on est obligé de réfléchir. Et disons que ça a déjà été mouliné avant, les données techniques ont été moulinées avant par l'Assemblée. Une Assemblée, alors ça, pour le coup, je le vois vraiment dans mon boulot. Une commission, par exemple. Mes sénateurs, quand ils sont en commission, je peux dire que ce n'est pas du tout les mêmes que quand ils sont en séance publique. Ils sont beaucoup plus intelligents en commission, parce que justement, ils sont impliqués à vraiment travailler ensemble. Et ils sont pas cons. Je veux dire, en fait, je pense que nous sommes pas cons. Mais à condition de nous donner les circonstances, les conditions pour être intelligents. Et quand, à contrario, on nous met, comme c'est souvent le cas dans notre société, en condition d'être vraiment con, on peut vraiment être très con. Mais quand je dis on, c'est moi aussi, c'est tout le monde. Avec un système comme ça, par curiosité, vous pensez que du coup la population approuverait d'utiliser davantage d'OGM, serait davantage pro-nucléaire, même sans les nouvelles générations? Je peux pas répondre. Parce que techniquement, c'est il y pour ça a que pas de solution déjà.
C'est pour ça que je parlais de Paris. Je peux pas se parler. Sur les gens qui sont pas aussi cons qu'on le pense, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Je commence à en avoir. D'ailleurs, pour avoir eu pas mal de discussions avec ces dernières années, il y a un truc, quand même chez beaucoup de gens, un tropisme qui revient assez souvent, c'est faut réfléchir aux gens à leur place parce qu'ils prennent pas les bonnes décisions. C'est vraiment insupportable. Mais dans ce cas-là, si on pousse cette logique jusqu'au bout, on pourrait tout à fait faire confiance aux gens pour agir dans leur intérêt personnel, mais sur simplement les choses qui les concernent. C'est-à-dire, Leur propriété, leur corps, leur maison. ça c'est déjà le cas. Là, dans un système, enfin, j'ai peut-être pas compris le concept de démocratie directe, mais on va avoir des gens qui vont avoir le pouvoir de décider sur la propriété d'autres gens. C'est-à-dire décider pour les autres au lieu de décider pour eux. Alors, Vous voyez? aujourd'hui, on peut décider pour soi. Si. Ah non. Ah, tu En vas France faire- aujourd'hui? Non, tu vas faire ton portefeuille. Déjà oui. Quand tu achètes un truc ou t'achètes pas un truc. en fait, aujourd'hui, on peut s'efforcer de réduire notre impact. Il y a une étude qui est un peu l'étude de référence, c'est par le think tank de Jean Covici, qui s'appelle Faire sa part, qui montre que même en étant vraiment héroïque, on ne peut avoir un impact que sur au maximum 20% de nos émissions de gaz à effet de serre. Vous allez me dire, c'est pas rien, 20%. C'est-à-dire qu'il y a quand même 80% qui dépendent de décisions collectives. C'est peut-être ça que tu voulais dire. Il n'y a pas aussi un côté éventuellement déjà temporisé parce que faire confiance au marché et à la technologie de trouver des solutions et se dire c'est pas un instant T qu'il peut trouver comment régler 100% du problème. Si on en règle 20% et qu'on gagne les 5 ans, dans 5 ans, Oui, bien sûr, tout à fait aussi. Exactement. Ça peut... sans avoir. Mon système de démocratie directe, il n'est pas one shot. Il est pérenne. C'est pour ça que je voulais dire, pour réagir à des ajustements permanents, et c'est une assemblée qui serait permanente, qui pourrait se renouveler d'ailleurs par tirage au sort permanent, etc., etc. Mais en fait, ce que je pense, c'est qu'on a là un pari anthropologique à faire et qu'on n'a pas vraiment le choix, puisqu'on s'aperçoit que le système actuel, il ne fonctionne pas. Alors, on est d'accord. Non, vraiment. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a beaucoup de problèmes qui viennent justement des contraintes de l'État en termes d'innovation ou déploiement du nucléaire, enfin justement le fait que la démocratie, que les gens votent sur des sujets qui ne devraient pas les concerner, par exemple, une entreprise privée qui veut produire de l'énergie, laissez-moi faire du nucléaire. Je suis presque prêt à être d'accord. Dans un système électoral où on n'est pas responsable, on pourrait presque donner les clés à la technostructure. C'est ça les deux solutions extrêmes. Soit on décide que vraiment on n'est pas capable. Je ne vois pas pourquoi on serait plus capable de voter pour la bonne personne que pour prendre directement la décision. Le marché, à nouveau, le prix de l'électricité qui viendrait du nucléaire par rapport à Mais oui, mais ce qui viendrait du pourquoi on me fait confiance pour voter? Pourquoi est-ce que je suis pas habilité à désigner quelqu'un, mais pas habilité à décider directement? Ça n'a pas de sens. Et non, pas toutes les données du problème. Et C'est-à-dire donc, les deux solutions extrêmes, c'est soit la démocratie directe que je propose, soit plus du tout de démocratie, technocratie. pas forcément technocratie, juste un marché vraiment libre, le libéralisme total, les gens qui votent en fonction de leur intérêt et aux industriels de proposer leurs solutions. Je commence à comprendre. Le marché, c'est quelque chose qui se construit. Bon. Moi, quand je dis qu'il faut exploiter les dynamiques de marché, ça veut dire que je ne crois pas à la main invisible du marché. Et en particulier, je ne crois pas qu'elle soit verte. D'abord, je ne crois pas qu'elle existe, mais encore moins qu'elle est verte. En revanche, pour exploiter la force du marché, politiquement et préalablement, je dois mettre en place un certain nombre de structures. Et c'est pour ça que je crois à ma démocratie directe, parce que je crois que ma démocratie directe, elle va être capable de faire du libre-échange vert, du compte carbone, de la taxe carbone, de la subvention, etc., etc. Beaucoup plus que la démocratie actuelle. Ne serait-ce que l'exemple du nucléaire est excellent. Pourquoi est-ce qu'on a fait de la merde avec le nucléaire? Pour des raisons électoralistes. aussi. Ouais. Après, c'était. Il y avait aussi dans le cas du nucléaire un seul nœud à attaquer pour tout foutre en l'air, vu que c'était un monopole d'État. C'est-à-dire C'est-à-dire que quand Charles de Gaulle a dit bon, maintenant tout le monde fait du nucléaire, on construit les centrales, d'accord. Ok, peut-être on a
on est monté très très vite en productivité nucléaire. Le plan Power. Ouais, donc voilà. Mais on ne peut pas forcément voir ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on aurait pu tout à fait imaginer que dans un marché libre, on aurait eu à un moment donné du nucléaire. Beaucoup plus, enfin moins centralisé, peut-être avec des moins grosses centrales, un peu plus distribué entre les boîtes. Compliqué, aussi, question de sécurité. On n'a aussi pas fait le. Bon, alors on est en train de rentrer dans un débat. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un système pareil aurait été beaucoup plus difficile à foutre en l'air, parce que un politicien écologiste qui essaie de se vendre, machin, il n'aurait pu rien faire. Là, il a juste attaqué un seul nœud. Là, il aurait pu s'en prendre à tout un écosystème entier. Parce que l'exemple de l'Allemagne avec l'énergie verte, enfin, j'ai pas espagnol, donc je le prononce peut-être mal, c'était comme un énorme fiasco au niveau écologie. Ah, c'est un fiasco. Est-ce que du coup, ça donne vraiment confiance dans la démocratie directe et ce genre d'application plutôt que. Ouais, C'est pas une démocratie directe qui l'a fait. Parce que là, après, la problématique de la démocratie directe, c'est surtout le côté information, parce que le sabordage du nucléaire, on le voit même dans les revirements, il est principalement dû aussi à un revirement de l'opinion publique sur le nucléaire. Ok, je vois ce que vous voulez dire. En fait, on est entre nous, mais on va se parler vrai. La démocratie directe, c'est aussi une enculade. De toute façon, il n'y a pas de système de gouvernance qui ne soit pas une enculade. C'est le moindre mal. Vous connaissez, ouais, c'est le moindre mal. Vous connaissez peut-être un philosophe qui s'appelle Noam Chomsky qui parlait de la fabrique du consentement. Et lui, il parlait de la fabrique du consentement, c'est-à-dire quelque chose, une grande manipulation qui est le système représentatif. La démocratie directe est une autre forme de manipulation. Pourquoi est-ce que les 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat ont accouché d'un plan aussi ambitieux? C'est parce qu'ils ont été bien ambiancés pendant 1 mois et demi dans le sens qu'on voulait les voir atteints. Bon, ben c'est ça dit. Voilà. C'est ça l'idée. Puis à partir du moment où c'est pas argent ni rien, on peut très bien avoir des projets de malades et dire et je peux vous garantir que si on fait un système de démocratie directe et que les économistes viennent parler de l'économie de l'environnement, eh ben on fera de la taxe carbone. Malheureusement. Heureusement. Bah non, au contraire. C'est toujours les lobbies. Mais non, justement. Les lobbies, ils ont pris sur la représentation. Et ça, je suis bien placé pour le savoir. Est-ce que le pays qui fait une taxe L'exemple que vous venez de donner avec ambiancé, ça serait Mais ambiancé, c'est plus des lobbies. ça avait été un Total qui avait. Mais on mettra jamais. Si, en fait. Donc, ça veut dire qu'il y a une décision au-dessus. Ah ben oui, c'est toujours. Il y a toujours une manipulation. La question, c'est dans quel sens on voit la manipulation. Là, le système de la représentation permet une manipulation des intérêts catégoriels, alors que le système de la représentation directe permet une manipulation, je dirais, directement de la technostructure. C'est pas un peu caricatural de dire ils ont fait ce qu'on a dit sur leur parce qu'au final, s'il y a une information qui est mesurée, qu'on est rationnelle, est-ce que les individus après ne retournent pas sur des questions politiques de choix en disant on va faire, ok, regardez la gamme de deux directions et oui, les individus peuvent prendre des choix rationnels et éclairés quand même. Ça, c'est le discours que je tiens quand on est en train. Et vous avez vraiment confiance en ça quand vous parlez de nouvelles générations qui sont décroissantes, enfin, avec ce genre de peur parce que c'est vraiment dans cette direction. Oui, j'ai confiance parce qu'on n'est pas les mêmes quand on est placé en situation de. Je vous donnais l'exemple de mon sénateur, quand il est en séance, vraiment un bluff, c'est une logique d'insultes, de clivage partisan, etc. Et quand il est en commission, c'est un mec smart qui va réfléchir, qui va être beaucoup plus consensuel avec ses collègues, qui va écouter, etc. Franchement, on n'est pas les mêmes. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des ballons d'essai dans ce cas de ce modèle-là, de petits groupes, mais un autre, à petite échelle, voir si c'est bien conforme à. Mais vous savez, quand j'en parle aux élus, ils sont réceptifs, comprennent. Il faut qu'ils prennent 2, parce que par ailleurs, ils ont bien foutre. Mais s'ils prennent 2 minutes pour y réfléchir, ils sont plutôt avec. Par curiosité, pour avancer sur ce genre de projet, selon vous, commencer à l'expérimenter, tout ça, qu'est-ce qu'il y a à faire en dehors de parler Il faudrait une idée, on ne sait pas comment elle grandit. C'est un peu magique. Quand, au XVIIIe siècle, il y a des Diderot, des Montesquieu, tout ça, qui écrivent, ils plantent des trucs. Puis ça sème, et puis ça donne la Révolution française, puis ça donne notre monde. Là, par exemple, vous n'avez pas d'action à dire si vous pouvez faire ça pour essayer de faire avancer cette idée éventuellement. Enfin, il n'y a pas d'élément actionnable en particulier.
Moi, mon action, c'est de faire une conférence, d'écrire un livre et d'en parler dans les médias comme ça, etc. Mais je veux dire, même si on est convaincu, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas pour faire avancer cette idée, selon vous? Je sais pas. Je vais pas réfléchir à ça. Mais je pense que le mieux, c'est de. Si je devais réfléchir, comme vous m'y invitez, merci, c'est peut-être d'en parler aux élus eux-mêmes, en disant, mais en fait, c'est vraiment votre intérêt. À quelle échelle vous conseillerez ça, du coup? Directement le sénateur parlementaire Oui, ou bien le sûr. gouvernement? Oui, et puis même le président de la République. C'est quand, pardon, c'est quand même symptomatique que ce soit le président de la République qui ait mis en place la Convention citoyenne. Oui, c'est un peu le point. Il n'y a pas un risque d'une crise d'ego. Enfin, les élus, si on met l'ego, c'est direct, ils vont dire c'est mon job, Oui. on me vole mon job. Eh ben, le premier réflexe, c'est ça. Et quand ils comprennent qu'en fait, on leur enlève le scotch du capitaine Doc, ils sont d'accord. Oui, l'exemple que vous donnez du maire qui doit décider, qui n'a plus à décider. Ou Voilà. Sur ce qui est pénible. Ouais, on retire ce qui est pénible et on laisse ce qui est sympa. Sauf qu'il faut réussir à leur faire passer le premier palier de l'ego, de dire. Pour ça, il faut le présenter de manière pédagogique. On veut débarrasser le maire. Oui. Oui, oui. Ah non. C'est à moi ou c'est... Ah non, allez-y, ça Ah va. non, parce que, en fait, le point que je me disais, c'est qu'il y a aussi les représentations profondes qu'on peut avoir, par exemple, pour l'agroécologie. Je suis totalement d'accord sur le fait qu'il faut des OGM et des robots, mais mon point de vue, il est un peu qualifié souvent de technosolution. Bien sûr, et c'est pour ça que t'étais là, parce que t'es arrivé après. Oui, je disais, en fait, c'est devenu une insulte. Et on peut, en fait, ça c'est des bombes idéologiques. Oui, oui. Alors oui, quand aujourd'hui aux States, Exxon et d'autres compagnies font de la capture du carbone pour pas changer leur plan de production de pétrole, là c'est du technosolutionnisme qui tâche, qui est méchant et qui est dangereux. Mais si ça marche, est-ce que c'est pas si mal? Mais ça marche pas. Mais si ça marche, s'ils investissent vraiment à fond là-dedans. Mais Ouais. s'ils investissent à fond, même avec ce dont on dispose, demain je peux pas dire, mais ils ne peuvent nettoyer qu'une fraction bien inférieure à ce que serait un plan de sortie de leur part du pétrole. En même temps, ce qui est plus facile à mettre en place, la sortie totale du pétrole, enfin, ne serait-ce que pour la pétrochimie, plein de choses. C'est juste, c'est une arnaque, c'est un moyen de se gaver. C'est un moyen de continuer à se gaver en disant, mais attendez, regarde, ça fait pas tout. Pour des subventions. Oui, il y a plein de raisons, c'est une arnaque. Ça, c'est une arnaque. Et là, en fait, c'est très, je dirais, décrédibilisant pour la tech elle-même. Justement, la tech, c'est un moyen complémentaire, indispensable, disons, un moyen qui doit accompagner des transformations structurelles. On ne pourra pas faire ces transformations-là sans la tech, mais si on mise que sur la tech, ou surtout si on utilise la tech comme un paravent pour masquer du greenwashing, c'est un problème. Oui. Ok, mais du coup, est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution des mentalités qui est possible? Parce que, par exemple, pendant votre présentation, vous avez parlé de députés, enfin de maires, qui ne savaient pas où placer une éolienne. Du coup, ils prennent pas vraiment ça en considération. Et là, on parle du rôle des technologies pour aider à la croissance verte, etc. Du coup, est-ce que vous pensez que c'est possible concrètement? En fait, je pense qu'on s'en fout à partir du moment où on a les outils de marché. Parce que vous n'avez pas besoin de faire, entre guillemets, mûrir votre prise de conscience quand vous avez juste une question de prix. Si, tout d'un coup, le billet d'avion, il est inabordable à votre portefeuille, vous n'avez pas besoin d'être mûr mentalement pour vous dire oui, il faut que je me décarbone, vous n'avez pas le choix. Oui. Et inversement, parce que dans un second temps, la compagnie aérienne, vous allez lui manquer. Et donc, elle va accélérer sa décarbonation pour que vous puissiez de nouveau reconnaître. Oui, parce que moi je suis complètement d'accord sur votre analyse sur le pôle économique, la dynamique prix qui va faire en sorte qu'il y ait des nouveaux marchés qui vont se créer, des technologies qui vont devoir être développées parce que c'est plus intéressant de le faire. Dans ce cas-là, quel est l'intérêt de rajouter par-dessus ça une taxe carbone, la main de l'État ou parce que c'est ça qui est l'accélérateur. C'est ça qui est l'accélérateur. Quand vous faites la taxe sur les billets d'avion et que vous l'augmentez, c'est-à-dire que je peux vous garantir, parce que pour le coup ça je le sais, que derrière dans les compagnies mettent le paquet. Sinon ils n'ont rien à foutre.
pour l'instant, ils n'en ont rien à foutre. Mais ce que je laisse, et cette taxe-là, il faut bien la prendre dans la poche de quelqu'un. C'est la poche de la compagnie. Mais d'ailleurs, c'est dans la poche de personne si la compagnie arrive à se décarboner. C'est dans la poche du consommateur qui est payé. C'est pas tant de la compagnie. Oui, mais Un service. Est-ce quand on est pauvre, on a aussi de moins bons choix de consommation. voilà, ça c'est l'argument qu'on me balance, et bien sûr, ça va pénaliser les pauvres et C'est pas faux. non, C'est l'histoire d'avoir besoin de subventions pour se payer une nouvelle chaudière ou une nouvelle voiture. c'est pas complètement faux. Mais si on met en place par exemple un compte carbone, je peux vous garantir que les premiers à faire de leur carbone un complément de revenu, c'est les moins aisés. Voilà. C'est pas un ticket de rationnement. Donc c'est plus d'avantages. Oui. Donc les pauvres sont ceux qui ont des chances de se priver davantage et donc niveau inégalité, Oui, ils vont pouvoir se gagner. mais ils vont aussi monter dans le niveau de vie et ils vont ouvrir des marchés. Ils vont devenir eux-mêmes la cible, les clients d'un marché décarboné. C'est une dynamique. Ils vont augmenter leur niveau de vie pour pouvoir se payer des billets d'avion qui sont plus chers parce qu'il y a des taxes. Non, parce que la compagnie d'aviation ne va pas se passer le montant de ses clients. C'est ça le truc. Juste par curiosité, Ouais. là, ça s'applique à la France, vous avez parlé des démocraties occidentales. Est-ce que la solution juste technologique, nucléaire, des choses comme ça ne peut pas suffire, notamment dans des pays pauvres? Genre en Inde, les gens qui continuent de cuisiner, se chauffer avec du bois, et donc émettre comme pas permis. Quelle serait selon vous la part d'amélioration si déjà les pays pauvres avaient davantage de moyens d'investir, donc peut-être de l'aide au développement Ça, plutôt que de la privation qu'on se fait ici? mais ça, c'est clair que, vous savez, il y a un mode de calcul de la transition climatique qui est le coût d'abattement. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est en gros, combien je mets de pognon pour abattre une tonne de CO2. Ben, si tout ce qu'on met en technologie, en transition environnementale, on le donnait à l'Inde avec un contrat pour dire tu fermes toutes tes centrales à charbon et à la place tu fais autre chose, du solaire, du nucléaire, etc., on abattrait un nombre de tonnes de carbone mais largement plus important que chez nous. Parce que du coup, il ne faut pas plutôt subventionner les entreprises Ça, qui ont ce genre de technologie pour qu'elles s'exportent. Ça, je suis complètement d'accord. Bien sûr. À quel point ça réglerait pour vous le problème Et parce que ça c'est toujours une mécanique de marché. Vous pouvez faire ça au travers, par exemple, du libre-échange. C'est une logique de marché. Sauf que le marché, il faut d'abord une volonté politique. Est-ce que c'est pas plus facile de la trouver, justement, en l'état actuel, comme pour l'histoire de la couche d'ozone, où il y avait peu d'acteurs, là, ne pas avoir besoin non plus de démocratie directe ou d'un mécanisme ensuite de référendum pour valider, juste favoriser les champions qu'on a déjà de technologie verte, les aider à s'exporter dans les endroits qui en ont le plus besoin et pouvoir, déjà, si on gagne pas suffisamment de temps, que ça crée pas d'incitation pour Alors, c'est une stratégie, mais chaque zone doit faire sa part aussi, parce que nous restons quand même un émetteur pas négligeable. Par exemple, si on prend la question du climat. Donc, voilà. Et puis même d'un point de vue politique, vous ne pouvez pas imaginer voilà. Vous pouvez pas imaginer de dire bon, c'est vous l'Inde qui allez baisser vos émissions et nous, comme c'est pas grave. Si on leur donne des centrales, je pense pas que ça les gêne de baisser leurs émissions. C'est de la politique fiction. sur la mécanique, je suis d'accord. Oui. Juste très concrètement, là, de passer à une démocratie directe en France, ça impliquerait quoi? C'est plutôt technologique, parce que moi je pense à ça, et même apprendre en termes de décision. On peut le faire de jour en Par référendum. Ouais. Par exemple, ce qui a été fait avec la Convention citoyenne pour le climat, je ne vous ai pas donné la fin de l'histoire. Mais ça, c'est du vent, en soi. Mais non, c'est du vent, pourquoi? Je vais vous donner la fin de l'histoire. Moi, je l'ai étudié en droit, ce truc-là. Oui. Et en fait, c'était bien évidemment du coup un truc pour calmer les gilets jaunes. Oui. Parce qu'après ça, il y avait 3-4 filtres, que ce soit la cour de casse ou. C'est ce que j'allais vous dire. Ouais, c'est ça. Donc ça a aucun impact au final, ce truc-là. Ça a aucun impact pour moi. Marketing. Mais non. Je vais vous dire pourquoi. Ce qui s'est passé avec la Convention citoyenne, c'est qu'on a mis en place un système mixte. En entrée de jeu, démocratie directe. En sortie de jeu, démocratie représentative. Qu'est-ce qu'elle a fait, la démocratie représentative? Ce qu'elle sait faire. Elle a tout laminé. Elle a fait du consensus. Donc elle a tout découpé.
Parce qu'en fait, on n'est pas allé jusqu'au bout. Et la promesse de base, c'était que le projet était validé, quoi. Et ben, la promesse de base, c'était une arnaque. Bien sûr, ok. Et donc la fin, c'est une arnaque. Et je pense que ça n'a rien à voir avec imaginons un réel projet, là, demain, de démocratie directe. Tout le monde vote sur son ordi, chez C'est soi. sûr que si. Parce que ils ont fait 150 propositions. Vous faites un référendum au choix multiple sur les 150 propositions. Je crois que Là. Mais est-ce qu'on a les infrastructures pour un tel vote Ah oui, oui. C'est plutôt la volonté politique qu'il faut avoir. Parce que, enfin, ça peut être hacké, enfin, les Ça peut être aussi, ça peut être, on va rester au XXe siècle, ça peut être copié. Ouais, mais 150 bulletins, ça fait beaucoup, quoi. Vous en mettez 50, vous en mettez... Non, bah non, c'est un bulletin avec... mais ça demande effectivement de se pencher un peu sur le truc. Mais justement, dans ce côté-là, ça demande de se pencher sur le truc, ça se fait pas comme ça. Hein. Enfin, moi, je pense qu'il faudrait un peu contraindre les gens à aller voter, parce que sinon, personne ne ferait l'effort. Hein. Si on prendra les gens à aller voter Oui, justement, enfin... Au référendum, vous dites Dans un schéma de démocratie directe, avec... Voilà. Après, là, on pourrait en parler, il y a plein de trucs. Enfin, on pourrait surtout créer des revenus de citoyenneté pour faire des gens, en fait, des citoyens dont c'est le métier d'être citoyen. C'est une façon plus intelligente et moins violente de contraindre les gens à voter. Oui, et puis surtout, c'est surtout l'exact contraire du revenu universel auquel, vous avez bien compris, je suis farouchement opposé. C'est d'ailleurs, sur ça, tous les transhumanistes sont pas pour le revenu universel, il y a plusieurs... Ah oui, non, mais c'est parce que j'ai pris les précautions à temps de dire, non, mais je ne les mets pas tous dans le même paquet. Par exemple, il y a le transhumanisme véridien avec lequel je suis complètement en phase, etc., qui n'oublie pas l'environnement. On a, ouais. Le revenu de citoyenneté, c'est un revenu universel, ce qui est basé sur l'application. Exactement, c'est vrai qu'il y a institutionnel. Il y a une contrepartie, sinon on est exclu de la société et on reste dans son canapé à faire des jeux vidéo vendus par les géants de la tech, le SGAF. Pardon, oui. Ok, vous plantez des graines, est-ce qu'à un temps on peut vous suivre pour voir à quel point vous en plantez éventuellement ou alors... Oui, bien sûr. Sur les réseaux, ouais, bien sûr. Et puis on peut même continuer d'échanger. Il n'y a pas plus facile à joindre que moi. D'accord. LinkedIn ou je sais pas comment. Oui, si, je sais pas. Ouais, S'ils font des trucs comme ça, vous avez déjà... J'échange avec plein de gens. Bon, évidemment, vous l'avez bien compris, le truc qui me fait le plus plaisir, c'est quand on lit mes livres. Hein. Quand on les livre, on les achète. C'est vrai que j'en ai rien à foutre que vous le lisiez. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. C'est pas chiant?